d'habiter. Quand on se penche sur le cas vénitien, on a forcément beaucoup de sources d'inspiration. L'échelle pour comprendre Venise, c'est la planète. Ça, c'est très important parce que la question du changement climatique ne peut être regardée qu'à l'échelle planétaire. Une deuxième échelle fondamentale, c'est l'échelle de toute la lagune, mais qui comprend aussi tous les territoires qui donnent sur la lagune. L'architecture, on a l'habitude de la penser comme l'expression même de la pérennité, et le rapport avec l'adaptation questionne profondément ce que c'est que l'architecture. Cette biennale, elle est très stimulante pour cette raison. Je trouvais que le pavillon français était extrêmement intéressant. La manière dont ils ont fait usage de ce rapport entre la pérennité et l'obsolescence, la manière dont ils ont adapté le pavillon à la réalité des travaux dans le pavillon France. Les expériences qui sont présentées sont très riches. Les enjeux de Venise, c'est une sorte de métaphore des enjeux mondiaux, c'est-à-dire la question du trait de côte, la question de la lagune, etc. Nous avons les mêmes problématiques sur notre bassin de Thau, autour de Sète. Et à 100 ans, on sait très bien qu'il y aura à se remettre en cause complètement sur la question de l'urbanisation en bord de mer. Venir ici à Venise pour prendre en compte ces problématiques qu'ils vivent au quotidien, c'est très intéressant. Et on sauve Venise parce qu'on se sauve. Venise prend sa part de l'adaptation, elle nous montre comment prendre la nôtre. Et elle nous enseigne à accepter l'eau, à vivre avec. C'est hyper intéressant à la fois de comprendre les enjeux de ce territoire qui sont face à une polycrise et du coup avec des ouvrages particulièrement visibles, donc de les voir et de les toucher, ça rend encore plus matériel le sujet de l'adaptation d'un territoire et d'une ville côtière particulièrement. Et puis ce matin, à titre plus personnel, c'est rencontrer un entrepreneur qui a monté un process industriel pour recycler le verre de Murano. Donc lui, il travaille sur les déchets de ce verre pour créer un nouveau matériau et c'est ça qui va nous intéresser évidemment. On a eu la chance d'avoir pas mal de présentations de solutions techniques. Moi, ce qui résonne dans ma tête aujourd'hui, c'est de me dire, OK, on a des solutions techniques, mais quelles sont les solutions sociales ? Il va falloir apprendre aux gens à faire autrement. Et quelque part, quelles solutions politiques qui doivent vraiment se dire, bon, bah, quelle part de résignation et quelle part d'adaptation. On a pu à la fois discuter d'aspects très techniques, par exemple pour protéger une infrastructure stratégique, quel seuil d'événements extrêmes on va prendre en compte, mais on a aussi discuté de comment on peut le faire en fait, quelles solutions en termes de financement, quels sont les modèles économiques qui permettent de soutenir ces mutations. On a vraiment besoin d'avoir ces échanges hyper féconds pour repenser ensemble ces questions de mutation des territoires. Moi, j'ai beaucoup échangé avec des architectes, donc des urbanistes, à qui on explique ce qu'on fait. Et nos métiers changent. Demain, on sera bien au-delà de constructeurs. On doit être des concepteurs, on doit être des conseils pour nos clients. Cet événement, pour nous, il est important parce qu'il est efficace. Et donc, j'espère qu'il sera prolongé dans les années qui viennent, très clairement, quoi. Ce qui m'a frappé, c'est en réalité la difficulté de se projeter vers un nouvel équilibre. On doit aller chercher de nouveaux champs disciplinaires, que ce soit la biologie, l'océanographie, les enjeux de modélisation, des enjeux sociaux. Et pour faire cela, on a besoin de la mobilisation de tous, que nous soyons concepteurs, constructeurs, agences de l'État, architectes. Voilà, bonsoir à tous. Alors, je suis ravie de vous accueillir. Je suis Céline Acharian, je dirige la Fabrique de la Cité, think tank des transitions urbaines. Ravie de vous accueillir et pour certains de vous retrouver parce que vous verrez que pas mal des personnages de ce film se trouvent dans la salle et vous aurez l'occasion peut-être de causer les uns avec les autres tout à l'heure. De vous retrouver parce qu'un des prétextes de cette soirée, c'est évidemment le retour d'un voyage d'études que nous avons fait à Venise autour de ces nouveaux équilibres à chercher pour une ville qui a toujours dû composer avec des vulnérabilités, des éléments, des écosystèmes qui sont lagunaires, très complexes à étudier. Et donc entre solutions techniques et solutions écologiques, entre projections technosolutionnistes et projections écologiques, on a pendant 3 jours entendu pas mal d'avis divers et de faits, bonnes faits universitaires et d'ailleurs acteurs de la transformation de Venise se pencher sur le cas de Venise. Donc ça, c'est un des prétextes, mais c'est juste un prétexte parce que c'est ça qui nous permet de, ce soir,
poser la question peut-être de nouvelles formes de réflexion autour de la résilience, du post-catastrophe. Et c'est ça qui nous fait ce soir, qui nous donne l'envie d'entendre dialoguer Olivier Amand, qui est biologiste, biophysicien et qui justement est allé très loin dans la théorie de la robustesse. Pour ceux qui devraient rattraper la chose très vite, ce tract peut vous être d'une grande utilité. Et puis Eric Daniel Lacombe, avec qui on cause post-catastrophe, reconstruction post-catastrophe, abri et composé avec des aléas, vivre avec depuis 2-3 ans maintenant. Et donc c'est double prétexte à nous réunir. Donc bon, pour le premier prétexte, on va faire très vite. Vous avez vu ce film qui fait un retour assez rapide sur ces 3 jours d'enseignement, d'échanges avec les acteurs de Venise. Vous trouverez aussi en sortant, vous avez trouvé en entrant, le portrait de Venise, qui est un portrait nourri de tous les échanges que nous avons eus entre professionnels français et italiens à Venise pendant 3 jours. Et donc je vous propose sans plus tarder d'abord de, je pense, revenir sur peut-être 3 grands enseignements, ce qui permettra d'ailleurs de faire un petit focus sur un deuxième sujet que nous avons évoqué à Venise. Et ces 3 grands enseignements, c'est Lucas qui va vous les présenter. Avant, évidemment, parce que je vais lui laisser la parole et je ne la reprendrai plus, je peux vous donner pour vos agendas 2-3 jalons dans les prochains jours et même dans les prochains mois et dans la prochaine année. Dans les prochains jours, c'est qu'on n'arrête pas de penser ce soir résilience, robustesse, vivre avec, durabilité, habitabilité. Lundi, on recommence, lundi matin. Lundi matin, on recommence avec un colloque qui s'appelle « Assurer l'adaptation ». Assurer l'adaptation, pardon, et on a joué avec les mots et du coup je m'en mêle. Assurer l'adaptation, adapter l'assurance, où on a de nouveau un échange assez intéressant entre des professionnels justement de la transition urbaine et des assureurs et des représentants de mutuelles et d'assurances. Et puis on a jalonné l'année de pas mal de ces sujets, et notamment, bon, je vous laisserai nous suivre sur LinkedIn si vous le voulez, mais vous donner rendez-vous pour ce rendez-vous annuel qu'on compose avec Léonard et qui aura lieu en avril de l'année prochaine, qui est celui dans lequel pour la première fois on s'est rencontré, Eric, qui s'appelle Building Beyond, qui est une sorte, alors on l'appelle festival, mais ça reste très professionnel quand même, et c'est juste festif sur les bords, mais très sérieux au milieu. Et ça aura lieu les 15, 16 et 17 avril, et probablement on s'est donné un petit cap qui est de dire dans ce monde où on ne sait plus quoi faire de l'énergie, canalisons nos énergies. C'est un thème un peu large, mais c'est ça qui va nous occuper pendant les 6 mois prochains pour construire une programmation assez dense. Donc, je vais laisser la parole à Lucas pour ces 3 grands enseignements, 3 grands thèmes à réfléchir. C'est-à-dire quand on revient d'une Lex, au fond, on a de nouveaux os à ronger en étant la fabrique de la cité et Léonard à ronger intellectuellement, j'entends, et à ronger collectivement d'ailleurs. Et donc, sur cette belle métaphore, je vais passer le micro à Lucas avant de vous entendre. Merci Céline, merci. Alors je suis un peu un témoin privilégié de la rédaction de ce rapport, ce portrait de ville que la Fabrique publie ce soir et que vous trouverez donc tout à l'heure juste à côté. Et je voudrais partager avec vous quelques réflexions comme voilà, ce lecteur-observateur. D'abord saluer Juliette Vuvignolo, qui est la rédactrice de ce rapport pour la Fabrique de la Cité et qui a fait un travail remarquable de coordination, de mise en cohérence de tous les verbatims des participants qu'on avait pu récupérer pendant ce voyage d'études. Et sans rentrer trop dans les détails du contenu de ce portrait, que je vous laisserai découvrir, j'aimerais effectivement néanmoins partager avec vous 3 pistes de réflexion que la lecture de ce rapport m'a suscité. D'abord, que l'adaptation est un processus dynamique
Venise est une ville qui a su historiquement s'adapter à un environnement particulièrement difficile, notamment par le développement de nouvelles techniques comme la construction de fondations stables sur pilotis. Et cette histoire a pu lui donner jusqu'à aujourd'hui une certaine audace dans la réponse technique aux défis climatiques, notamment avec la conception du projet MOSE, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est ce système de barrières mobiles qui peuvent se relever lors des aqua alta les plus importantes. C'est le mélange de différents critères, dont des plus hauts coefficients de marée et puis aussi des vents. Enfin, on a eu beaucoup d'explications sur ce sujet. C'est un projet qui a mis plus de 30 ans avant de devenir opérationnel. Et si la plupart des experts qu'on a rencontrés pendant ce voyage d'études sont unanimes pour dire que le MOSE permet de gagner du temps en limitant le nombre d'aqua alta, ces limites sont d'ores et déjà identifiées. Notamment, la fermeture répétée de la lagune transforme les équilibres naturels produits par le mélange entre eau douce et eau salée, typique de la lagune. Elle empêche l'entrée et la sortie des bateaux du port, ce qui rend le port de Venise, qui est un port qui est très important au niveau national en Italie, moins fiable pour les armateurs et qui donc pose la question de la transformation de l'activité économique. Et puis surtout, les modèles climatiques indiquent que le MOSE ne sera à un moment plus efficace pour contenir l'entrée des eaux. Et donc, finalement, le MOSE montre que dans l'Anthropocène, il n'y a pas de solution d'adaptation qui est donnée une fois pour toutes, ce qui a pu être une manière de présenter le MOSE à un moment, notamment dans la presse grand public. Est-ce qu'on a sauvé Venise une bonne fois pour toutes? Eh bien, pas tout à fait. Et il s'agit en fait plutôt d'un processus dynamique. Et donc, il y a une nécessité de conserver des marges de manœuvre. Et ça, on va y revenir tout à l'heure avec Olivier Amand et Éric Daniel-Lacombe. La deuxième réflexion que je voudrais partager avec vous, c'est l'idée que l'adaptation implique de trouver un consensus sur le diagnostic. L'avenir industriel du port de Marghera, que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu si vous avez eu l'occasion d'aller à Venise au loin, soulève des arbitrages complexes entre impératifs économiques, environnementaux et sociaux. Confronté à l'élévation progressive du niveau de la mer, ce site stratégique pour l'économie locale et nationale est aujourd'hui menacé dans sa configuration actuelle. C'est ce que nous ont expliqué les experts qu'on a pu rencontrer sur place. Et les décisions à venir devront trancher entre plusieurs options. Maintenir l'activité industrielle en renforçant les infrastructures de lutte contre les risques climatiques, transformer en profondeur le modèle économique du port vers des usages plus durables, ou envisager son déplacement, voire sa fermeture partielle ou totale. Chaque scénario implique des coûts, des pertes potentielles d'emplois et des conséquences sur l'équilibre écologique de la lagune, et ces choix cruciaux reflètent une tension de plus en plus fréquente dans les zones côtières. Faut-il adapter, déplacer ou renoncer à certains usages du territoire face à l'inexorable montée du niveau de la mer? Donc ça, c'est une question assez fondamentale qu'on a pu observer. Le dernier enjeu, c'est celui de l'adaptation envisagée comme un processus aussi culturel. L'adaptation climatique de Venise, elle ne se résume pas à une série d'aménagements pour lutter contre la montée des eaux. Elle implique également un véritable changement de culture, historiquement perçu comme une menace, notamment lors des épisodes d'Aqua Alta dont je vous ai parlé à l'instant. L'eau pourrait devenir un élément avec lequel la ville pourrait choisir de coexister plutôt que de lutter. C'est l'une des propositions que l'urbaniste Paola Vigano, que vous avez vu dans le premier film, nous a proposé de considérer. Et ce renversement de perspective invite à repenser aussi le rapport des Vénitiens à leur environnement lagunaire. Ainsi, plutôt que de repousser l'eau à tout prix, il s'agirait de la considérer plutôt comme une alliée en s'appuyant sur son potentiel pour réinventer l'urbanisme, le tourisme ou encore les modes de vie. Et pour développer ce dernier point, je voudrais vous proposer de regarder une deuxième vidéo avec 3 des intervenants de notre voyage d'études. Depuis sa fondation, Venise n'a cessé de s'adapter à un environnement hors du commun. Mais ces dernières décennies, les défis se sont intensifiés avec la montée des eaux et la récurrence des épisodes d'Aqua Alta. La réponse la plus emblématique à cette menace est le MOSE, un système de barrières mobiles destiné à protéger la lagune lors des plus forts coefficients de marée. Mais face aux limites de ce dispositif, scientifiques et urbanistes imaginent de nouvelles façons de préserver l'équilibre fragile de la lagune. The MOSE barriers
are clearly protecting the city from storm surges. So inundations in the city are prevented. The place where we are today, for example, will be flooded with a high tide. The future of the Lagoon of Venice will be a system that will be artificially regulated in terms of exchanges with the sea. And this will also have a consequence on the flow from the land, because once the lagoon is permanently closed, you have to regulate both inputs from the sea and from the land. In this situation, the ecosystem will completely change, and there will be the need of other interventions to keep the environment. Unless we decide for a different management, for example, we accept that the changes will have an impact on the lagoon and the islands and the city, and be flexible in our adaptation. Cette vision, qui remet en question ou du moins complète des solutions purement techniques comme le MOSE, redéfinit en profondeur notre rapport à l'eau. Elle est notamment portée par des architectes tels qu'Éric Daniel Lacombe. L'eau pour un architecte, étonnamment, c'est quand il y a des inondations. Et d'ailleurs, on m'appelle quand les choses débordent trop et on me demande tout le temps de rendre la ville, les maisons étanches. Je pense que c'est un mauvais chemin parce que être étanche, c'est pas considérer l'eau comme un matériau, c'est pas considérer l'eau comme une forme de vie, et c'est considérer l'eau comme un ennemi. Et je pense que si on pense à des gens comme Paola Vigano, aux recherches que mène Léonard sur l'adaptation, ce jeu entre l'étanchéité et l'ouverture à la nature, l'ouverture aux autres êtres humains, l'ouverture aux êtres vivants non humains, est, je pense, la bonne piste. Pour faire comprendre ça quand on est architecte, il vaut mieux considérer que l'eau, finalement, c'est un matériau nouveau, non pas quelque chose dont on doit se débarrasser. Et en fait, les choses sont simples. L'eau n'a pas de forme. Et finalement, lui donner une forme pour la tenir, la contenir, la rendre plus calme, la rendre agréable et même la rendre ressource l'été quand il fera très chaud, c'est simplement ça qu'on appelle faire de l'architecture. Aujourd'hui, pour penser à la lagune de Venise, on doit vraiment avoir les yeux qui vont dans deux directions différentes. Une direction très radicale, je dirais presque utopique, dans laquelle on s'interroge sur la possibilité d'une ville amphibie, un futur, je dirais vraiment, qui reconceptualise notre relation à l'eau et au changement climatique. Et de l'autre côté, il faut s'interroger aussi sur un futur de tous les jours, où les gens qui habitent cette lagune puissent trouver une raison pour continuer à habiter cette lagune, ne pas être totalement marginaux, par exemple, et dans lequel on aura évidemment des questions de priorité à donner à ce qui est garder un élément qui est fondamental dans notre culture, Venise, ou garder un écosystème qui est quand même exceptionnel, la lagune. Les deux choses ne vont pas toujours dans la même direction. Et ça fait partie des moments de la nécessité d'un débat profond qui concerne notre système de valeurs. Alors pour mener à bien cette transformation culturelle, l'un des concepts qui nous a intéressés dans notre veille, Céline vous le disait en introduction de l'événement, c'est celui de robustesse, tel qu'il a notamment été théorisé par le biologiste Olivier Amand. Et j'ai donc le plaisir, dans cette perspective, de passer la parole à Constance Bourtoir, qui est directrice de projet à la Fabrique de la Cité et qui va animer cette séquence où on va explorer un peu plus le concept de robustesse. Merci Lucas. Éric, Olivier, si vous voulez bien vous asseoir, merci de nous rejoindre ce soir pour ce dialogue. Bonsoir à toutes et à tous. Alors évidemment, se repencher via ces vidéos et ces verbatims sur notre voyage d'études à Venise, c'est avant tout questionner le fonctionnement de nos systèmes urbains, de nos villes, leur pérennité dans la durée, et puis leur capacité à faire face ou non au dérèglement climatique et aux nombreuses crises dans un monde que nous connaissons et qui est de plus en plus incertain. Alors Venise, c'est sûr, elle a une trajectoire historique, environnementale totalement hors norme, on peut dire exceptionnelle. Et donc, l'idée est aussi d'élargir le débat ce soir et de se dire, est-ce qu'on ne laisse tomber finalement cet objectif de performance qui existe à Venise, on l'a vu via des solutions très technocentrées, qui d'ailleurs portent en elles-mêmes leur propre fragilité. Est-ce qu'on ne change pas de prisme pour évoluer vers effectivement la robustesse de nos villes et de nos systèmes urbains? Alors du coup, pour introduire, et c'est une question qu'on doit évidemment très souvent vous poser, mais on aurait besoin d'un petit cadrage théorique au tout début de votre intervention, pour introduire ce concept de robustesse et puis
l'animer avec un dialogue avec Eric, qui nous partagera très vite aussi ses projets urbains et architecturaux. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les deux. Je rappelle en 2 mots, Olivier Amand, vous êtes biologiste, vous êtes directeur de recherche INRAE au sein de l'ENS de Lyon. Vous êtes aussi directeur de l'Institut Michel Serres. Et je me permets aussi de rappeler 2 de vos récentes publications aux éditions Odile Jacob. Donc en 2024, De l'incohérence, philosophie politique de la robustesse. Et en 2022, toujours aux éditions Odile Jacob, La troisième voie du vivant. Éric Daniel Lacombe, donc on vous connaît bien, vous êtes architecte urbaniste, professeur titulaire de la chaire Nouvelles urbanités face aux risques naturels à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette. Et vous êtes aussi co-commissaire du pavillon français de la Biennale d'architecture de Venise. Et vous nous avez accompagnés au voyage d'études à Venise cette année. J'ai une première question pour vous, Olivier, même si voilà, j'aurai quelques questions pour chacun d'entre vous, mais c'est un dialogue, donc sentez-vous évidemment libre d'interagir. On sait que nos démocraties occidentales se sont construites évidemment sur la performance, la productivité, des enjeux évidemment de croissance. Et vous mettez en lumière dans vos interventions, dans vos écrits, les limites de ce modèle, le coût de ce modèle, ses fragilités. Vous évoquez un monde fluctuant, marqué par des polycrises, et vous affirmez qu'il faut plutôt se tourner vers un nouveau concept, qui est celui de la robustesse. Donc est-ce que vous pouvez, évidemment, rapidement, pour nous, pour notre auditoire de ce soir, nous rappeler ce que c'est que la robustesse, comment est-ce que vous l'envisagez? On sait que vous tirez ce concept de l'observation du milieu des vivants. Et en quoi ce concept finalement est différent de la résilience qu'on entend très souvent, de la solidité, de la capacité à s'adapter? Et comment est-ce que finalement, en partant du monde vivant, on arrive à transposer ce concept dans nos villes, pour nos systèmes urbains qui ont besoin d'être de plus en plus robustes face aux crises qu'on connaît? Vaste sujet, merci de m'inviter. Toujours ravi de parler de robustesse, évidemment. Alors, la robustesse, ça vient de robur, le chêne. Donc en fait, c'est là où c'est un peu contre-intuitif, parce que la fameuse fable du chêne et du roseau, celui qui est robuste, c'est le chêne. En fait. Enfin, les deux sont robustes. En fait. Le roseau, il est robuste parce qu'il est stable dans les fluctuations, une durée de vie courte, et donc il a une robustesse adaptée à une vie courte. Le chêne a une robustesse de vie longue, et donc s'il a une branche qui casse, il a plein de bourgeons pour refaire des branches. Donc les deux sont robustes. Alors la robustesse, c'est quoi? La robustesse, c'est un système qui est robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Donc c'est la réponse opérationnelle à un monde fluctuant. Enfin, c'est le mot juste quand le monde devient fluctuant, turbulent, le monde de la polycrise, le monde VUCA, le monde banni, enfin tout le champ sémantique a été rappelé. Quand c'est fluctuant, on est robuste. Et donc le vivant choisit la robustesse. Alors quand je dis choisit, évidemment, c'est pas le dieu de Leibniz qui choisit pour le vivant, c'est la sélection naturelle. Si vous lisez bien Darwin, et vraiment je vous invite à lire L'origine des espèces, les êtres vivants qui sont sélectionnés au cours de l'évolution, ce sont les êtres vivants robustes. Parce que les plus performants, les plus adaptés, sont toujours dans des impasses évolutives. Quand on est trop spécialisé, très optimisé, voilà, très adapté, et ben quand le monde change, on est beaucoup moins adaptable. Et quand on est très robuste, ben en général, on est très peu adapté, mais très adaptable. Donc on diversifie, on explore, on expérimente. Voilà. Et donc les êtres vivants sont tout le temps en exploration. C'est très dynamique. Et donc cette définition de la robustesse, c'est une définition dynamique de la robustesse. Si vous regardez robustesse dans le dictionnaire, vous allez tomber sur un synonyme solidité. Alors ça, c'est typique du dictionnaire. Hein. Le dictionnaire lui-même est contaminé par l'idéologie du monde stable. L'histoire, ça a 5000... Enfin, l'histoire, hein, donc l'écriture a 5000 ans. Et ben, c'est 5000 ans de stabilité climatique. Il faut bien comprendre que là, dans ce siècle, hein, au XXIe siècle, on va quitter l'époque de stabilité climatique des 10 derniers milliers d'années. C'est comme si on rentrait dans un nouvel âge glaciaire, mais à l'envers, hein, si vous voulez. Ben, dans ce monde-là, les mots qu'on a définis, en fait, n'ont pas les bonnes définitions. La plupart font l'hypothèse du monde stable. Vraiment, je vous invite à regarder les mots
Et faites l'hypothèse du monde fluctuant et vous allez voir, il faut requalifier les mots. Aide à la décision, rentabilité, innovation, tout ça, c'est tout à revoir. Et donc, ça en fait partie. Donc la robustesse, voilà, c'est dynamique, donc c'est stable et viable malgré les fluctuations. Et donc pourquoi c'est si pertinent aujourd'hui? Parce qu'on rentre dans le monde fluctuant. Et surtout, pourquoi les êtres vivants? Parce que la robustesse, c'est pas seulement dans le vivant. Je vais vous donner un exemple hors du vivant. Le langage qu'on utilise tous les jours, il est robuste. Il est robuste parce qu'il n'est pas performant. C'est qu'en fait, il y a un équilibre à trouver. Pour aller plus loin quand même, si je parlais de façon très performante, je vais le dire plutôt comme ça, si j'utilisais vraiment que les bons mots, que je ne me reprenais pas, que je ne faisais pas d'erreur, je parlais vraiment comme un robot, ce serait tellement parfait qu'il n'y aurait plus de questions, il n'y aurait plus de dialogue, il n'y aurait plus d'incompréhension. S'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de langage. Le langage parfait, hyper performant, tue le langage. Le fait qu'il y ait encore un langage, c'est parce qu'il est robuste. C'est sa démonstration finalement. Il est robuste parce qu'il n'est pas parfait, parce qu'il est plein d'erreurs, parce qu'il est plein de redondances, parce qu'il est plein d'incohérences, parce qu'il est plein d'hétérogénéité. Enfin, de nouveau, le dictionnaire, c'est tout ça finalement. C'est ça qui fait sa robustesse. Alors le vivant est très pratique parce c'est une incarnation de la robustesse. Et c'est une incarnation que l'on voit donc dans la nature, dans une forêt, dans un chêne, mais dans notre corps. Nous sommes robustes. Notre corps est un écosystème robuste. Les bactéries qu'on héberge dans notre intestin sont robustes. On a de la robustesse vraiment partout en nous et hors de nous. Et donc c'est très facile de regarder autour de nous et en nous cette incarnation de la robustesse. Et donc c'est peut-être pour ça que c'est si pertinent à mon avis d'utiliser le vivant pour l'incarner, cette robustesse. Un astrophysicien pourrait utiliser ça aussi, mais le vivant a ça en plus, c'est qu'on le vit dans son corps. Et il a aussi fait ses preuves pendant des milliards d'années. Alors ça, c'est vraiment imbattable. Enfin, je ne pense pas qu'on ait d'architecture qui dépasse ça, et même des arbres qui font plusieurs milliers d'années. Enfin, c'est assez incroyable. Donc on a cette chose-là qui est quand même qui est pratique. Peut-être pas que j'en dise tellement plus pour laisser la place. Non, merci. Et alors du coup, juste Olivier, sur l'application de ce concept de robustesse dans des sociétés humaines anthropisées, en 2 mots, Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on pourrait penser que c'est un peu une utopie, parce qu'on est tous là, enfin moi aussi, je suis dans le culte de la performance, on est tous dedans. Et quand je dis bien que c'est un culte, c'est une croyance. On croit que la performance est toujours positive. Là aussi, je vous invite à regarder tous les textes où il y a marqué le mot performance, c'est toujours positif. Ça peut être de la performance pédagogique, de la performance sociale, de la performance énergétique, de la performance écologique, c'est toujours positif. Alors que la performance, somme de l'efficacité et de l'efficience, atteindre son objectif avec le moins de moyens possible, c'est un fort appel à la canalisation, à la dérive sectaire. Donc c'est assez fou quand même que ce mot soit si positif. Alors comment on décline ça dans le monde de la robustesse et comment on bascule finalement? Alors la nouvelle qui est absolument incroyable, c'est que ce monde robuste là, dans le monde social, comment on le décline dans le monde social, il est déjà là. Et d'ailleurs on a vu quelques exemples. Et pour situer un moment de basculement, de généralisation de cette idée de robustesse, finalement, sans forcément utiliser le mot, mais c'est dans les faits, c'est entre 2010 et 2020 que le basculement a eu lieu. Complètement sous les radars médiatiques, ça c'est incroyable. Mais l'agroécologie, le tout réparable, les conventions citoyennes, l'habitat partagé, les sciences citoyennes, la recherche participative, l'architecture participative, tout ça, ça se développe très fortement dans cette décennie. En fait, c'est une décennie où on a basculé. Et on peut considérer que depuis 2020, alors ça tombe bien parce qu'il y a eu une pandémie. La pandémie, c'est l'arrêt de mort du monde de la performance, quelque part. Donc il est toujours là. Mais c'est un monde zombie qui est mort et qui ne va pas survivre dans les fluctuations à venir, parce que les fluctuations qui viennent nous dépassent très largement. Et donc tous les systèmes très performants, très canalisés vont casser. C'est ce qui se passe aussi. Voilà, la pandémie, c'était exactement ça. C'était une syndémie, comme disait Barbara Stiegler. Mais c'est CrowdStrike, c'est les pénuries, le système qui ronde de tous les côtés. Donc, on peut très bien le décliner dans le monde social. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que, je vais le dire avec une phrase, dans notre monde, là, il y a une loi qui écrase toutes les autres. C'est la loi du marché, la loi de l'offre et la demande. En fait, dans la loi du marché, il y a du vocabulaire et une grammaire qui est très bien organisée, que tout le monde a intégré, qui est culturellement admise et qui est un bulldozer idéologique.
Sauf que la loi de l'offre et la demande n'a aucun sens. Parce que la loi de l'offre et la demande, c'est des humains qui s'échangent des biens et des services en faisant l'hypothèse que la nature est un décor gratuit et illimité. Donc c'est une erreur, vraiment, hein, c'est une erreur. Donc la vraie loi, hein, la loi de la vie, c'est la loi des besoins et des ressources. C'est que dans toute interaction humaine, dans toute transaction humaine, il y a un troisième partenaire qui est la nature. Et ben, dans ce cas-là, le problème, hein, c'est que pour ceux qui commencent à développer des projets justement avec cette loi des besoins et des ressources, la loi de la vie, et ben là, il y a beaucoup de vocabulaire, il y a beaucoup de mots, mais il n'y a pas de grammaire. En fait, ça foisonne d'idées, mais il n'y a pas une ombrelle, quoi. Et donc, il me semble que cette robustesse, le mot robustesse, c'est peut-être le début d'une grammaire pour donner sens à des tas d'initiatives plurielles, mais qui peuvent se rassembler sous cette ombrelle-là. C'est qu'en fait, c'est très pragmatique. Là, je ne fais que endosser le fait scientifique. Le monde fluctuant appelle la robustesse appelle à un nouveau compromis avec la performance, où la performance vient en second. Elle n'est pas éliminée, hein, mais elle vient en second. C'est la robustesse d'abord. Ben, là-dessous, en dessous de cette ombrelle, on peut mettre vraiment énormément de projets qui sont déjà là. Et donc, Venise rentre dans la robustesse. Ça peut être une école de la robustesse aussi. Merci. On y reviendra juste après. Alors, Eric, comment est-ce que, en tant qu'éminent praticien, théoricien de la construction post-catastrophe, de la construction en zone inondable, vous recevez ce concept finalement de la robustesse? Vous prenez, on le sait, les solutions fondées sur la nature, les solutions locales avant tout, et donc vous travaillez d'abord en observant la nature, un peu comme un miroir, pour après répondre via vos projets urbains et architecturaux, en la comprenant et en s'adaptant à ce monde vivant. Est-ce qu'à travers quelques projets emblématiques, vous pouvez nous illustrer cette relation que vous entretenez avec la robustesse dans vos projets? Merci Constance. Merci Olivier pour cette proposition de concept qui d'ailleurs, grâce à Laure Tourjanski, m'habite depuis 2 ans et qui me laisse penser que c'est le chemin qui nous permettra d'éviter la catastrophe. Comme je suis moi-même appelé à l'observation de l'habitat dans les catastrophes et que vous êtes appelé à l'observation de la vie vivante de la nature, je me dis que je suis obligé de démarrer sur une question théorique par le fait de préciser ce que vous savez déjà, que vous êtes quand même un biologiste et que je suis un architecte. Et que, à une question théorique comme celle-ci, il faut que vous entendiez que chaque fois que les choses cassent, on nous propose la robustesse comme une évidence que ça soit la même chose que la performance. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure sur l'eau est absolument dramatique. Chaque fois que je suis sur un endroit qui fait des morts, on me demande tout le temps d'être plus performant, soi-disant plus robuste. Donc je dirais que vous êtes un des premiers que je lis à faire une distinction simple et claire entre les deux. Je le fais d'ailleurs lire à tous mes étudiants et je pense que j'essaye de le faire lire à tous mes clients. Mais les clients que j'ai ne veulent pas l'entendre pour l'instant. Cette différence entre robustesse et performance, ils ne veulent pas l'accepter. C'est-à-dire qu'ils continuent à penser que, et surtout l'État, doit nous mettre tous à l'abri par les choses des éléments naturels exagérés. Cette différence entre les choses et les gens est mon point de départ. Alors c'est bizarre parce qu'en tant qu'architecte, je devrais travailler plus sur les choses, c'est-à-dire l'habitat, que sur les gens, c'est-à-dire l'habiter. Ben, j'ai décidé, pour résoudre quelques problèmes de manière très empirique, très pragmatique, très bricolage, pour vous citer Olivier, de m'attaquer à la différence culturelle et la transformation des gens. C'est un chemin rude, long, je montrerai quelques exemples, mais pour vous dire, si on est avec les choses, immédiatement, on est 1 à l'individuel, 2 à l'abri total, 3 à l'isolation permanente, 3 à une demande utopique de se mettre à l'écart de tout. Et après, je suis quand même avec des gens, quand je vois les images de Valence, celles du Pakistan, celles du Bangladesh, de me demander comment, à l'écart de tout, on pourrait comprendre le tout. Et ça met vraiment les larmes aux yeux. C'est pas possible de ne pas comprendre à ce point-là l'imprévu des turbulences qui nous engagent. Donc, étonnamment, la transformation que je propose avec l'architecture, elle est vers les gens, sachant que l'architecture offre 2 possibilités, d'être là à un moment politique tout à fait inattendu, c'est-à-dire qu'en gros, pour le dire vite, on n'a pas besoin de nous, à un moment, on a besoin de nous quand c'est un grand conflit, et à un moment, une fois qu'on a l'impression de l'avoir réglé, on se débarrasse de nous. C'est pas très grave, on connaît le système, mais le moment où on a besoin de nous, on peut faire des choses. Et cette transformation culturelle sur les choses, c'est ce que j'appelle les abris ouverts,
ouvert à quelque chose qui est un imprévu qu'on ne connaît pas encore, et pour le dire d'une première synthèse, pour faire une réponse théorique, soit je suis les choses qui sont de plus en plus robustes, soi-disant résistantes, et ça conduit vers ce qu'on appelle un abri mortel, étanche, isolé et non collectif, soit je propose un abri ouvert, vous verrez que toutes les tentatives que je fais sont balbutiantes, bricolage, insupportables et pas abouties, mais il y a quand même le chemin d'un collectif partagé et d'une transformation vers une prudence. Je crois que la notion de robustesse et la notion de prudence est absolument insupportable. Je continue à penser que les marins sont plus prudents avec la mer que moi, parisien crétin. Que les guides de haute montagne à Chamonix en ont marre d'ailleurs tous les week-ends d'aller chercher des Parisiens qui avaient prévu le samedi à 12h10 de faire le tour du Mont Blanc, sachant qu'ils ne savent regarder ni la météo, ni l'état de la neige, et je n'ai rien contre les Parisiens, j'en suis un en permanence. Donc je pense que l'agilité que vous proposez, finalement, ce désir de capacité de changement, qui est toujours dialectique. Je vous lis, j'ai tout lu, et j'ai regardé combien de fois vous citiez le mot architecte. Une fois. Ce n'est pas une critique, Olivier. Une fois. Mais j'avais fait pareil quand j'avais fait ma thèse avec Umberto Eco, quand il écrivait L'œuvre ouverte. J'avais regardé combien de fois il citait. Parce que j'étais sûr que Umberto Eco, avec L'œuvre ouverte, était le chemin d'une première révolution. Alors c'est 1963, vous n'étiez pas né, mais c'est des trucs, je le lis complètement. Il cite une fois les architectes pour dire qu'ils sont capables d'inventer des cloisons flexibles quand le monde va être flexible. Je dis super Umberto, mais à côté de ça, c'est un grand philosophe. Vous citez les architectes sur un truc qui, à mon avis, est une révolution. Vous les citez en disant qu'ils sont capables d'équilibre au moment où il y a des contradictions internes. Je pense que vous êtes le seul à dire ça sur les architectes. Moi, je le pense, mais vous êtes le seul à l'écrire. Une contradiction interne, c'est d'être capable, pour un humain, d'accepter l'ouvert et le fermé, le chaud et le froid, le salé et le sucré. Tout ce qui fait que le monde du Covid nous a rendus insupportables. Il y a eu des expériences comme ça en Suède que j'avais suivies sur la fabrication, tellement il faisait froid, par l'isolation des bâtiments. Les gens écrivaient « la neige nous manque ». La neige nous manque. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez, qu'on soit à un moment où ces choses-là nous manquent. Donc, je vous montre maintenant 3 exemples d'abris ouverts, un peu tâtonnants. Le premier, c'est Venise, si quelqu'un peut m'aider avec une robustesse de clic. Elle est là, je crois qu'elle est à côté de toi. Ouais. La situation, c'est que, et je vais aller vite, parce qu'il me reste 6 minutes, c'est que le pavillon français est fermé. Et il est fermé pour faire ce que dénonce Olivier Hamon. Il est fermé pour se faire une isolation parfaite, des verrières impeccables. Je regarde si l'IF est là, mais si elle est là, je me ferai vraiment taper sur les doigts. Mais c'est mon métier de provoquer un peu. Et c'est-à-dire que ça conduit directement vers la clim. L'usage du pavillon, ce n'est pas un domicile pour dormir. Il faut toujours regarder l'usage des choses. C'est un pavillon de galerie d'exposition. Qu'est-ce qui empêche de faire une exposition à l'extérieur entre le mois de mai et le mois de novembre, que sont les dates de Venise? Donc on se dit avec Jacob McFarlane et Martin Duplantier qu'il est évident que face à une vulnérabilité qui arrive, qu'on peut, dans ces cas-là, fabriquer comme ça quelque chose qui s'ouvre. Et qui s'ouvre vers quoi? Qui s'ouvre vers quelque chose que tout le monde nous a interdit. Vous pouvez demander à Dominique et Brendan, quand on est arrivé en Italie et qu'on leur a dit on a une super idée, nous les Français, c'est de traverser la nature et de rejoindre la lagune, ils nous ont dit, les petits copains, jamais. C'est ce qu'on nous dit tout le temps aux architectes quand on fait un abri ouvert, robuste et pas performant, c'est jamais. Eh bien, quelle est la cible? C'est que des visiteurs qui passent 12 minutes dans ce pavillon peuvent avoir le loisir de passer d'un pavillon fermé à un pavillon ouvert, d'une découverte de la nature. Bien sûr, mettre un pied dans l'eau, c'est apprendre à nager. Découvrir l'Alta, c'est comprendre que le Mosée a une durée de vie limitée. C'est ce qu'a très bien dit Lucas tout à l'heure, et Céline tout autant. C'est comprendre que la fluctuation de la nature fait partie de l'incertitude de nos vies, mais aussi de nos plaisirs. D'ailleurs, le grand balcon qui est tout en bas, qui est un balcon sur la mer, c'est presque pas un balcon en forêt, mais un balcon en lagune, pour citer Grac, c'est quelque chose qui est très apprécié. Voilà des choses qui sont difficiles à fabriquer en tant que forme, mais en tant que sens, on a des retours très positifs. Donc je pense qu'en tant que sens, on fabrique quelque chose comme ça, proche de la phénoménologie, qui est tout à fait intéressant comme un nouveau matériau architectural. Une deuxième tentative d'abri ouvert, cette fois-ci précédant la catastrophe. Je le dis parce que je suis dans des situations où j'essaye de faire les choses avant que ça casse, j'y arrive jamais. Et les catastrophes augmentant, j'y arrive plus jamais. Mais là, je suis à Romorantin en 2007, une date importante, la Louisiane a cassé, mais pas encore la Vendée. Ce qui veut dire qu'en France, l'inondation n'existe pas. Pour le dire vite, tu parlais comme ça d'une existence symbolique, arbitraire, tu prenais le langage, l'inondation n'existe pas. Mais
Je travaille pendant 4 ans pour dire que tes notions qui sont formidables, qui sont finalement comme ça, d'hésiter, de tâtonner, la recherche d'autonomie, la redondance, qui est à mon avis le vrai concept, fait que Matra, je le dessine une fois en pensant pas à l'inondation. C'est quand même après 3 ans de dessin que la sous-préfète me dit, Eric, vous êtes pas mal, mais juste crétin, vous avez oublié l'inondation. Je lui dis, madame la sous-préfète, vous m'en avez jamais parlé. Donc, qui est le crétin des deux, je lui ai dit. Voilà. Pendant ce temps-là, j'avais quand même le maire qui courait sur la table en disant, jamais chez moi, j'ai jamais vu d'inondation. Donc, on commence là, on est obligé à des tâtonnements. Et ils inventent une règle sur l'image en haut à gauche en disant, vous ferez plus que 15% de construction sur un terrain de 7 hectares, ce qui fait quand même partir tous mes promoteurs privés, y compris avec le chèque qu'ils me doivent, autre exemple de robustesse, pour finalement engager une grande surface dédiée à la rivière. Tout le monde dit que c'est de la surface perdue. Vous voyez, alors avec Bernard Lassus, on est un peu comme ça, on la met au milieu du quartier, on en fait un objet de contemplation, un objet de calme pour passer la rivière. Et quand la rivière arrive sur l'image en haut à droite, on est quand même dans un endroit où ça traverse le quartier et surtout ça ressort de ce quartier-là. 0 dégâts sur ce quartier, 900 millions de dégâts dans le département. Vous avez compris que j'étais devenu en un jour l'ami des assureurs, qui arrive d'ailleurs chez Léonard, et Patricia Blanchardin est là de la CCR, assureur des assureurs, lundi après-midi ou lundi matin. On est là dans une transformation où pendant 5 ans j'ai entendu que de mémoire de maire, de pêcheurs et de préfets, il n'y aura pas d'eau, et finalement Ségolène Royal nous remet quand même le grand prix de la robustesse au nom de l'acceptation de l'inondation. Donc on se marre de temps en temps, un peu étonnamment. J'arrive dans un autre endroit très compliqué, parce que là il y a eu des morts. Et il y a eu des morts à Mandelieu, c'est plus les mêmes crues. On va dire que Romantin c'est simple, vous êtes alerté 72 heures avant, comme à Paris, c'est des crues lentes. Mandelieu, c'est des crues rapides, c'est-à-dire que, comme à Trèbes, dont je parlerai tout à l'heure, ça peut vous arriver à 2 heures du matin, et même si vous êtes une personne âgée et que vous avez un étage, eh bien vous dormez quand même après 70 ans, c'est-à-dire mon âge, au rez-de-chaussée pour des questions de mobilité, et que quand l'eau rentre à 2 heures du matin avec 13 degrés et la force qu'elle vous colle le frigidaire au mur, vous avez quand même peu de chances d'y arriver. Donc c'est pour ça que je me dis que si l'architecture peut ouvrir quelques portes à l'idée qu'on comprendra ce qui se passe, on devra d'abord, nous, apprendre à être plus, je dirais, robuste. Pardon de te citer tout le temps, mais je trouve ça plutôt sympa cet après-midi. Ce que je veux dire par là, c'est que les terrains sur lesquels on doit agir sont jamais les nôtres. C'est pour ça que je pense aux gens. C'est-à-dire que le fleuve, il appartient à qui? On ne sait pas bien. Mais de chaque côté du fleuve, il n'y a aucun terrain public. Si je demande au maire, qui n'est pas devenu un copain tout de suite, la première fois que je suis allé chez lui, cette fois-ci, j'étais avec le préfet, pour lui annoncer que 80% de sa ville, après 2015, accident mortel, et 2019, 80% de la ville de Mandelieu serait réputée inconstructible, inondable. Évidemment, il s'est dit que j'étais un traître du côté de l'État et que jamais il me parlerait. Sauf qu'on lui a proposé non plus de faire qu'un projet hydraulique, on lui a proposé de faire un projet qui tiendrait compte des inondations et de la canicule, de la ressource en eau et de son tourisme. On est exactement comme Palladio à Venise, au moment où ils étaient en train de perdre la mer, ce qui va se passer le cas sur beaucoup de littoraux, de se dire qu'un pas en arrière, un repli vers les montagnes, un changement d'attitude des touristes, de se dire qu'on n'est pas tout le temps dans l'eau, mais qu'on est sur d'autres rapports. Il y a un volcan magnifique, des endroits extraordinaires, des promenades à faire, des végétations à découvrir. Et c'est là que je m'accroche à toi, comme le roseau au chêne, c'est-à-dire de me dire que là, on pourrait découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Eh bien, le maire, ça coûte 30 millions le dessin que j'ai fait, qui a été de piquer un terrain à un propriétaire privé qui était Casino, qui n'avait pas envie de le vendre et qui avait 1 kilomètre de terrain. Quand il a compris qu'avec mon dessin, qui était l'inverse de celui qu'avaient fait les premiers hydrauliciens, ils avaient fait un grand trou, super sur les sols vivants, tu vois, on fait attention, zone humide parfaite, on fait un grand trou pour garder l'eau. Et au bout du trou, on met une digue, comme le Mosée. J'ai dit après, qu'est-ce qu'on fait? Rien, une fois que le trou est rempli, on se regarde et on continue à se dire qu'on n'a pas la bonne solution. En plus, la digue, c'est ça qu'a compris le président du groupe Casino, c'est qu'il y a une règle en France, et Laure Tourjanski a raison, de prudence, c'est que la hauteur d'une digue vaut protection pour 100 fois la hauteur de la digue. Tu fais un mur de 5 mètres, tu reprends 500 mètres d'inconstructibilité. Quand le groupe Casino a compris qu'il perdait 500 mètres devant et 500 mètres derrière, ils se sont dit, OK, avec Eric, on perd que le devant, mais derrière, c'est encore chez nous. C'est ça la robustesse. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse. Une fois qu'on a rempli non plus des digues, mais des rizières, on s'est dit qu'au milieu de ça, on prend quand même 40% du fleuve, c'est-à-dire qu'on redonne à la vie 15 ans de protection du bas de la ville de Mandelieu pour se dire qu'on a le temps de faire une adaptabilité. Depuis que je te lis, je dis plus jamais adaptation, je dis bien adaptabilité, et que ce morceau-là, il va devenir la plus belle et la plus grande des promenades. Pour le dire vite, sans faire de trahison politique,
Le maire, en ce moment, est dans une vraie hésitation. Les municipales, c'est quand même au mois de mars. Ça coûte 30 millions, on ne les a pas. Mais s'il ne fait rien, il va être accusé par tous ses opposants, s'il m'écoute, il ne serait pas fâché, de ne rien faire. Donc il me dit, Eric, on n'a pas les 30 millions. Sur Romorantin, je ne sais pas comment tu as fait, tu as trouvé l'argent. Sur Trèbes, tu as trouvé l'argent. Dans les vallées, on le sait bien, c'est le fonds Barnier qui a donné l'argent. Dans des situations comme ça, on a pu enlever les maisons avec le fonds Barnier. C'est des questions qu'on aura tout à l'heure. Mais on cherche finalement quoi? Une agilité. Et c'est vrai que l'agilité pour trouver de l'argent, je vous le montre, c'est l'image en bas à gauche. C'est que premier terrain, c'était le groupe Casino. Deuxième terrain, c'est un golf privé qui s'appelle le Hall Course. Ça vaut un peu d'argent. Et à chaque inondation, ils perdent de l'argent parce qu'il faut refaire l'ensemble des trous. Et donc, comme tout à l'heure, je vous montrerai que j'ai fait des pêcheurs avec la ville de Trèbes, des progrès en pêche. Et bien là, j'ai fait des progrès en golf. Et je commence à faire des dessins où finalement, en laissant passer l'eau, c'est-à-dire en lui disant « Est-ce que je peux rejoindre un autre morceau de la Méditerranée en passant par chez toi, bien que tu sois un terrain privé ?» Je vais faire du golf un endroit plus intéressant, plus riche, plus technique à pratiquer pour un plaisir. Donc je continue à penser que dans une carte comme ça, vous voyez bien qu'il y a des problèmes de dynamique des transports de solides. Ici, c'est l'eau. Il y a des problèmes de foncier public-privé. Il y a des problèmes de politique générale. Il y a des problèmes de promenade générale. C'est-à-dire que sur l'image en bas à droite, je propose là une des promenades les plus intéressantes qui va de l'Estérel à la Méditerranée en passant par un volcan. Je pense qu'on a là des itérations qui sont tout à fait intéressantes. Mais j'insiste, vous voyez que Venise, ce sont des visiteurs. Romorantin, ce sont des habitants. Mandelieu, ce sont des touristes. Il faut savoir à qui on parle pour être sûr de fabriquer des dessins qui vont avoir une durabilité, une robustesse tout à fait intéressante. Voilà pour montrer comme ça, et une réponse théorique et quelques tentatives hasardeuses. Merci beaucoup, Eric. Olivier, est-ce que, alors peut-être avec un temps de réponse, je ne sais pas comment on est sur le timing, peut-être avec un temps de réponse un peu plus court, mais comment voyez-vous l'application du coup de la robustesse dans nos projets urbains? Déjà, est-ce que vous voulez réagir sur ce qu'a décrit Eric? En allant un peu plus loin, comment est-ce qu'on applique la robustesse du coup dans nos territoires, nos politiques publiques? Je crois comprendre que vous menez que vous faites des formations en robustesse, en tout cas pour appréhender et décliner la robustesse, y compris peut-être pas dans les collectivités, mais en tout cas dans les entreprises. Comment est-ce qu'on peut intégrer la robustesse d'une manière opérationnelle, par des innovations programmatiques, par une méthodologie par exemple? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? D'accord, donc ça résonne très fort avec ce qu'Eric a présenté. En effet, voilà, les projets ouverts, inachevés, c'est presque la description du vivant, inachevé, hétérogène, avec des redondances, des incohérences, du bricolage, de l'imprécision, des erreurs. Tout ça, c'est ce qui construit le vivant et c'est ce qui construit sa robustesse. Et ce que j'aime bien aussi dans la réalisation pratique, c'est que quand on bascule du monde de l'ultra-performance vers le monde de la robustesse, qui est plus équilibré, en fait, on peut le dire en une phrase, on rend l'impossible possible. C'est ça qui se passe en fait. C'est que quand on est coincé dans le monde de la performance, on n'a qu'un seul logiciel, qu'un seul canal. Quand je dis logiciel, je pèse mes mots. C'est un logiciel, c'est une machine. On ne voit plus que ça et donc on se dit c'est pas possible. Dès qu'on s'ouvre à se dire finalement peut-être qu'on peut construire des villes avec de l'eau et considérer de l'eau comme une matière, d'un seul coup, tout devient possible. Je vais prendre un autre exemple, donc pas de l'architecture, mais par exemple, c'est un exemple que j'aime bien citer, la méthode des demi-lunes pour reverdir les déserts. Pour remettre de la verdure dans les déserts, vous mettez une petite dune, 50 cm de haut, c'est très facile à faire. Et quand vous faites ça, l'eau se condense tous les matins et vous pouvez reverdir les déserts de façon autonome. Il n'y a pas besoin d'humain, ça va se maintenir comme ça tout seul. Là, vous avez transformé le sable en eau. Ça, c'est l'impossible qui devient possible. Un autre exemple pour l'eau, c'est un autre exemple que j'aime bien citer, c'est Saint-Martin-d'Aussigny, vers Bourges, là, qui a subi des inondations parce qu'ils ont subi le remembrement, les rivières canalisées. Si vous mettez des rivières un peu avec des méandres, avec des lacets, voilà, quand il pleut beaucoup, cette rivière qui est plus lente, qui est moins précise, elle déborde dans la parcelle, mais elle n'inonde plus la ville. Et donc là, on lutte contre les inondations sans faire de digue, voilà, avec un système robuste, quoi. Donc, en fait, tous les exemples que tu as cités, en fait, ils sont exactement dans ce sens-là. Et là, on voit à quel point c'est beaucoup plus joyeux, quand même, parce que c'est déjà, au niveau de la créativité, ça ouvre quand même beaucoup plus les chakras. On n'est plus dans l'innovation qui est contrainte par le concurrent.
ce qui est très stérile, qui est très incrémental. Là, l'innovation, elle est stimulée par le monde fluctuant. Donc c'est hyper ouvert. Là, c'est vraiment, on peut vraiment ouvrir la créativité complètement. Donc dans ce monde-là, moi, je suis assez optimiste pour dire que on va y aller. De toute façon, hein, le monde fluctuant va nous y mener. Et donc, comment on fait de façon plus opérationnelle, comment on peut rentrer là-dedans? Alors, c'est un peu ce qu'on fait dans nos formations. Là, il n'y a pas que moi qui fait des formations. Il y a tout un. Maintenant, on a formé des formateurs. Je vous invite à aller voir le site larobustesse.org qui regroupe un certain nombre de personnes et de collectifs. Il commence à y avoir des recherches thématiques sur robustesse et formation. Pourquoi ne pas faire d'ailleurs une communauté robustesse et architecture, hein? Elle n'est pas encore là, mais je vous invite forcément. Donc, il y a plein d'outils, plein de choses que vous pouvez utiliser. Alors, il y a des outils tout simples, hein. C'est le fameux stress test. Voilà. Alors dans le monde de la performance, l'outil de choix, c'est l'indicateur de performance, le KPI, le tableur Excel. Enfin voilà. Bon, ça c'est très statique. Dans le monde instable, le monde fluctuant, donc le monde de la robustesse, on remplace, ou en tout cas on met au second plan l'indicateur de performance. Ce qu'on met en premier, c'est le stress test. On fait fluctuer un des paramètres du territoire et on voit quelle marge de manœuvre prendre pour que ça puisse prendre ça. En fait, en architecture, c'est quelque chose d'évident, hein. Pour les banquiers aussi. Aussi sur l'assurance, c'est aussi intéressant, hein. Il se passe quelque chose d'assez incroyable. Les financiers, hein, qui très longtemps sont restés dans le monde de la performance, hein, l'optimisation, dans tous les sens du terme, de plus en plus se disent, oui, mais si j'investis dans une entreprise ou dans un projet qui va s'effondrer dans 1 ou 2 ans, ça ne marche plus. Donc il me faut que j'ai des gages de robustesse dans le projet dans lequel j'investis. Donc les investisseurs deviennent des assureurs de plus en plus, hein. Donc c'est vraiment une autre posture. Mais c'est pareil pour les architectes. Tu parlais d'architecture participative finalement. Quand on implique les habitants, typiquement ça c'est un exemple où on prend plus de temps. C'est plus lent, hein, c'est plus hétérogène, c'est plus imprécis, on ne sait pas très bien où on va, mais par contre ça débride complètement la créativité, hein. On ne met pas le règlement d'abord, on met les habitants d'abord. Et quand on a bien travaillé, qu'on a fait plusieurs cycles, au bout d'un moment on commence à avoir un projet qui se tient, et c'est seulement là qu'on se pose la question du règlement. Tu veux oui. Voilà, donc c'est juste pour illustrer, ça peut être de l'ordre. Alors, les petits outils, hein, donc il y a le stress test, faut pas que je sois trop long. Le stress test pour entrer dans le monde fluctuant et en fait voir à quel point on peut ouvrir le champ de la robustesse. Vous pouvez aussi faire un audit interne de robustesse, ça c'est intéressant pour voir dans le territoire qu'est-ce qui est déjà robuste. Avec l'exemple de Venise, c'est exactement ça en fait, c'est se rendre compte qu'on a déjà des exemples de robustesse qu'il faut sanctuariser, c'est le moment de construire dessus. C'est aussi dans l'archéologie, hein, d'ailleurs, ça peut faire un lien avec Venise aussi, hein. L'archéologie est en train de se réinventer complètement. Pendant très longtemps, en archéologie, on s'est intéressé aux ruines, donc on s'est intéressé aux catastrophes. Et là, maintenant, il y a un champ de l'archéologie qui s'intéresse aux bâtiments qui sont restés debout. Et ce qui est très intéressant dans cette archéologie-là, c'est de se demander, mais pourquoi sont-ils restés debout, tous ces bâtiments? Alors, souvent, ce n'est pas pour des raisons mécaniques, hein, c'est pour des raisons sociales. C'est parce que c'était des bâtiments qui étaient culturellement importants, socialement importants, et donc les gens ont pris soin. Et donc le bâtiment permettait ça, accueillait ce soin. Voilà. Bon, je vais peut-être m'arrêter là pour laisser. Mais en fait, on peut développer, hein. Il y a des outils qu'on peut mettre en place. Le plus important, j'ai envie de dire, c'est que ça vient, c'est émergent. Voilà. Le monde de la performance, c'est la solution clé en main, descendante. C'est l'expert qui dit quoi faire. Ça, c'est aliénant, ça ne transforme pas le territoire et c'est extrêmement fragile parce que ça dépend de l'expert. Dans le monde de la robustesse, on ne cherche pas la solution clé en main, on cherche les conditions dans lesquelles les solutions émergent. C'est toujours un billard à 3 bandes. Donc en fait, par exemple, on va faire une dune pour faire reverdir un désert. C'est quand même très contre-intuitif au départ, hein. Après, ça devient normal, mais ça, c'est de l'émergence, c'est beaucoup plus ascendant, c'est plutôt du bottom-up, quoi. Et ça, c'est une pratique. Ça demande les communautés apprenantes, par exemple. Les communautés apprenantes, chacun vient avec son projet et essaye de l'enrobuster. Quand on commence à discuter ensemble, là, on va travailler la notion, on va voir les angles morts, les points faibles, les points forts, etc. Et donc, en fait, on va collectivement apprendre sur la robustesse. Et en plus, ça va essaimer. Et en plus, ce sera une cellule de crise. Mais une cellule de crise joyeuse. C'est qu'en fait, la catastrophe n'est plus dans le viseur. C'est d'ailleurs la différence qu'avec la résilience. Peut-être que je vais le dire vraiment très rapidement. La résilience, elle est désastro-dépendante. Qui veut être résilient ? On tombe, hein, quand on est résilient, hein, et on se relève peut-être. Quand on est robuste, ce n'est pas une trajectoire où on tombe et on se relève, on élargit l'espace de viabilité. C'est beaucoup plus libre. On n'est pas obligé d'apprendre que quand on se trompe. Mais la résilience, hein, c'est un peu une réincarnation du péché, hein, judéo-chrétien.
On apprendrait que quand on tombe. Alors, heureusement, hein, dans nos vies, on apprend aussi beaucoup, et même principalement quand on réussit. L'école, c'est fait pour ça, hein, on apprend en réussissant. Donc c'est complètement dystopique, hein, la résilience, hein, quand on pousse le bouchon jusqu'au bout. Donc du coup, d'où la robustesse. Merci. Alors, un peu la même question pour toi, Eric, avec ta casquette du coup de conseil auprès des collectivités et des territoires. Est-ce que, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure quand tu parlais des projets, est-ce que tu peux témoigner d'un changement d'approche? En tout cas, est-ce qu'on passe de convictions moins réglementaires, moins technocentrées, à plutôt une recherche de solutions plus flexibles? Est-ce qu'on accepte en fait l'incertitude, l'aléatoire, y compris dans les échanges que tu peux avoir avec les maires, les préfets et la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre au quotidien? Oui, au quotidien, c'est une journée sur deux, je suis dans la situation que vous avez sur la photo. Et je suis assez content, à nouveau, je le redis, d'être à côté d'Olivier Amand, parce qu'il est intelligent et joyeux. Et ça, c'est assez rare, et c'est pas mal pour faire de l'architecture, parce que quand tu dis la résilience, pour moi, la résilience, c'est aussi une difficulté, parce que la résilience sociale, c'est le retour à l'identique. Et ça, c'est très compliqué. D'ailleurs, les assureurs, le progrès qu'ils sont en train de faire, c'est d'éviter le retour à l'identique de l'assurance. Et je pense que CCR comme AXA Climate sont des gens qui ont compris que l'inversement de la temporalité fera ce que je recherche. C'est-à-dire que les 30 millions de bandeliers, on ne les a pas, parce qu'on les cherche en 1 an. Si on les cherche sur 15 ans, ce n'est pas du tout pareil. Je vous montre cette photo-là. On est en plein Covid et Alex est tombé sur les vallées Vésubie, Tinée, Roya. Je suis l'architecte retenu pour mener cette concertation inventive. Et le point que je te donne comme réponse, c'est que j'invente une maïeutique urbaine. Qu'est-ce que c'est qu'une maïeutique urbaine? C'est de choisir 2 acteurs qui sont sur la gauche de la photo, tout droit, c'est le préfet Pelletier, choisi par Emmanuel Macron, le préfet de la reconstruction, qui a quand même entre les mains un désastre d'1 milliard de dégâts, et qui, depuis que, pour arriver à Malaucène dans la voiture, me dit, Eric, à Malaucène, vous voyez l'image à droite, eh bien, on va être plus que prudent, c'est-à-dire qu'on va faire une interdiction totale de faire des choses qui est, quand on voit l'image, tout à fait évident. Et le préfet a entre les mains, avec l'autre personne qui est sur l'autre photo, Joanne Porcher, le patron de la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer, la réglementation. Donc ils ont le droit avec eux. D'ailleurs, ils sont tous les deux du ministère de l'Intérieur. Hein. Chaque fois que je leur parle, je crois qu'ils sont du ministère de l'Écologie. Et chaque fois que je lis leur carte de visite, ils sont bien du ministère de l'Intérieur. Et donc, ils ne sont pas là pour faire autre chose que d'appliquer le droit. Et celui qui est en train de dessiner sur mes propres dessins, parce que je l'ai autorisé, et c'est ça que je propose comme technique, qui est pas mal d'ailleurs, c'est le maire, avec derrière sa première adjointe, qui est en train de me dire que sur un dessin où j'avais quand même pris prudence avec le BRGM, le RTM, et vous voyez l'image à droite, qu'il a une maison, lui, juste un petit peu plus loin que celle-ci, qui a été quand même recouverte par une lave torrentielle, et qu'avec un petit creux de Talweg, il pense que sa maison est toujours à préserver et qu'il n'y a aucun problème. Donc, ma difficulté, vous entendez bien, qu'entre quelqu'un qui me dit tout le temps on pourra revenir à l'identique et quelqu'un qui dira on ne fera plus rien, la marge de manœuvre, elle est quand même super épouvantable. Et je fais généralement 3 réunions. La première, c'est de faire un dessin de ce que dit le préfet en disant rien, c'est quand même compliqué à entendre. Le retour à l'identique, c'est un peu moyen vu le nombre de morts et de dégâts qu'on a eu. Cherchons un autre chemin. Je leur donne rendez-vous un mois après, j'y retourne un mois après, et je décide jamais. Je propose plusieurs hypothèses, et les arbitrages du droit, du fonds Barnier, des investissements et de la prudence font qu'on choisit comme ça une boussole, un horizon à ces villages. Donc ça c'est une vraie vie. Vous voyez qu'en plus on est en plein Covid, on a encore les masques à ce moment-là, on aurait pu ne pas y aller, on aurait pu ne pas se parler. Mais regardez, et je dis un mot sur la nature, parce que dans ta question, Constance, c'est est-ce que je fais des solutions fondées sur la nature? Oui, j'organise des régulations naturelles tellement les dynamiques sont là. Mais qu'on se comprenne bien, je ne cherche pas à rapprocher, comme pas mal d'architectes, l'habitat de la nature. Je cherche par l'habitat à rendre les humains, les habitants, plus en compréhension, en attention de la nature et en prendre soin. Ce n'est pas du tout le même mouvement. C'est l'épaisseur dont tu parles n'est pas « je vais singer la nature pour que finalement elle me pardonne ». Je vais au contraire mettre les gens dans un care, un soutien à l'autre, qui fait qu'en plus, cette coévolution que tu construis toi avec le vivant, que je construis moi avec l'habitat, on parle bien de coévolution, c'est bien ça dont tu parles, c'est une coévolution de nos stratégies d'habitat. Eh bien,
On se dit que prendre soin des autres, c'est souvent, je ne veux pas citer Mauss, Durkheim, mais c'est souvent des façons de se faire rendre l'appareil. Donc on se met dans des situations où vous voyez bien qu'il y a un travail pédagogique. Au maire, je lui dis, écoute, Jean-Pierre, je crois que c'est pas gagné avec ton petit Alvec de sauver ta maison et tes animaux, parce qu'il avait plein d'animaux. Mais de la même manière, et je m'arrête sur une dernière image que je suis en train de finir, me voilà à Trèbes. Trèbes casse en 2018. Le lendemain matin, j'y vais. Je suis toujours les endroits du mouvement. Il y a des endroits, c'est compliqué d'y aller, le Pakistan, je ne peux pas y aller en ce moment, mais j'essaye de suivre les mouvements pour voir ce qui se passe. À ce moment-là, je suis quand même conseiller des campings de France qui, eux, s'inquiètent d'un mouvement économique. Laure le sait bien. Je mets du temps à parler argent. En fait, je leur dis combien vous voulez que je regarde de camping. Ils me disent 8000. En fait, pas 8000, Eric. Je voudrais que tu regardes 2000. Je dis pourquoi. Ils me disent c'est ceux qui sont sous les montagnes et ceux qui sont au bord de la mer. Et ceux qui sont près des rivières. C'est normal, le camping, on ne va pas se mettre à planter sa tente au bord d'une autoroute. Donc c'est plutôt près d'une montagne, de la mer ou des rivières. Et je comprends qu'ils sont en train de perdre 2000 campings. Je ne dirais pas à cause de l'or, mais à cause des PPRI, à cause de la protection et de la prudence. Je leur dis, mais vous gagnez combien par an? Ils me disent 4 milliards. Donc en fait, vous êtes dans une situation où vous croyez que vous faites des petits dessins, ce que je fais quand même, mais en fait, vous êtes en train de protéger des gens d'1 milliard de pertes par an. Et je ne trouve pas pour l'instant les 30 millions de mon Dieu, vous comprenez? Donc je suis dans des grands écarts compliqués. Il n'empêche que là, je vais là-bas pour le camping, qui prend 4 mètres d'eau à un endroit et 7 à l'autre. Les voitures sont dans les arbres qui étaient fabriqués pour faire de l'ombre sur les campings. Je passe un coup de fil, on me dit, bah, c'est bon, c'est passé, on va le remettre. Et là, c'est pour ça que j'en fais une dimension sociale. Vous comprenez bien, si on ne change pas à ce point de vue-là, c'est compliqué. Il y a un maire intelligent, Éric Ménassi, il enlève une école, le camping finalement, une piscine, ce qui n'est pas idiot, c'est l'idée qu'on pourra peut-être se baigner dans le fleuve, ce qui n'est pas simple. J'ai répondu à plein d'interviews cet été sur tentation de chaleur, baignade et noyade, des choses très compliquées. Je continue sur la prudence. Si vous ne savez pas où vous baignez, vous pouvez vous noyer. Si vous connaissez mieux la rivière, vous vous noyez moins. C'est toujours la même idée que je défends. Et en haut à gauche, je le dis parce qu'on a réussi à l'enlever il y a un mois, il y a un lac. Et le lac, il y a des pêcheurs. Et les pêcheurs ne veulent pas enlever le lac parce qu'ils pêchent dans le lac. Donc, vous comprenez bien, l'agilité dont tu parles pour les gens, elle est aussi en même temps qu'on nous demande tout le temps des abris solides, robustes, étanches, parce qu'on ne veut pas changer nos modes de vie. C'est pour ça que je m'attaque à la population au sens positif du terme. Le recul de la voiture électrique, le recul du ZFE, le recul du ZAN, c'est bien la population qui le fait faire. Et d'ailleurs, chaque fois, les politiques qui font semblant à un moment d'avancer, ils reculent en disant « Regardez, ils sont dans la rue ». Donc, il y a quand même un double paradoxe entre le fait qu'on veut être à l'abri et pas changer nos vies. Donc, on est obligé de trouver du joyeux. Je me dis, comment je trouve du joyeux pour des pêcheurs? Je n'ai jamais pêché de ma vie. Donc, la première idée, c'est ce que je vous ai montré, c'est la maïeutique urbaine. La deuxième idée, c'est l'évaluation inventive. Si on n'évalue pas, on n'invente pas. Je pense qu'il n'y a aucune évaluation de nos grandes politiques d'aménagement du territoire, et encore moins sur les catastrophes naturelles. Je dirais même que les solutions ou les situations que je retrouve, où finalement, en gros, il y a un divorce entre le local et le national, ressemblent plus à du perdant-perdant ou à du bricolage. Mais ce n'est pas pour autant que ça gagne. Donc je cherche du gagnant-gagnant. Et du coup, à force de faire une évaluation, les gars l'évaluation, avec le maire, on appelle la Fédération de pêche nationale, qui nous donne des pistes. Ils nous donnent le street fishing. Ils nous disent, vous avez quand même le canal du Midi, on pourrait mettre des bancs et vous pêchez en ville. Bon, je dis pas idiot, on va tester ça, ça plaît. Bien. 2, je trouve des gens du vivant, et l'Orbiel, un autre affluent, tout en haut, il y a des trucs qui sont en train de disparaître, que tout le monde a oublié, qui sont pas des arcs-en-ciel, mais vraiment des farios. Je fais le malin là, mais je crois qu'elles s'appellent vraiment comme ça. Des farios incroyables, pas très grandes, très agiles, qui sont dans des trous. Et les gars disent, Eric, tu pourrais nous emmener à la pêche sauvage? Je dis, deuxième forme de pêche. Troisième pêche, pourquoi on ne pêcherait pas directement dans le fleuve Aude? Et donc on est en train d'arpenter le chemin pour trouver les endroits où on va fabriquer un habitat pour les poissons. Je dis bien ça parce que l'idée d'aider la nature à rester la nature, mais souvent interdite. Dans les vallées, j'ai pu mettre aucun remblai de terre pour faire repousser des choses. Parce qu'on dit la nature, elle s'est énervée, maintenant elle a qu'à se débrouiller toute seule pour se réparer. On se dit, ouais, super les amis. Et quatrième idée, j'ai fait une petite campagne de promenade. On a trouvé un lac qui est à 5 km qu'on va mutualiser. En fait, c'était 2 assauts de pêche. On va faire qu'une seule carte à un seul lac. Avec 4 idées, les pêcheurs ont dit oui, on a enlevé le lac. Mais si on dit aux gens simplement, vous perdez tout, on ne changera rien. Si on cherche ensemble une agilité douce, calme, intelligente, à se frotter,
je pense qu'on peut y arriver. Voilà où j'en étais sur maïeutique et évaluation inventive. Merci Eric. Alors, comme moi je suis prisonnière du culte de la performance, je vois qu'on m'indique que notre séquence est presque terminée. On va, si vous voulez rajouter quelque chose, on pourra le faire dans la séance peut-être de questions-réponses. Du coup, j'invite peut-être les personnes qui voulaient rebondir sur cet échange à se présenter rapidement et à prendre la parole pour une question à nos deux invités. Oui, merci beaucoup pour vos interventions qui étaient toutes les deux très intéressantes et complémentaires. Je suis Thomas Bayoin, également architecte et urbaniste, et je travaille beaucoup dans le domaine du conseil à différents acteurs de l'aménagement sur l'adaptation au changement climatique. Et moi, ce qui m'a frappé, pour revenir à l'exemple de Venise, c'est le fait que c'est une ville qui est très paradoxale au sens où on a une perception d'une ville très fragile, et en même temps, elle a une longévité qui est incroyable. Et malgré tout, les solutions qu'on apporte aujourd'hui, on sent qu'elles penchent quand même beaucoup plus vers le versant de la solidité, à travers le projet Mosée, qui est quand même, au fond, pas si souple que ça, et quelque chose qui est très massif. Est-ce qu'aujourd'hui, le concept de robustesse appliqué au monde de l'architecture et de l'urbanisme impliquerait pas de penser conjointement la solidité et la fragilité ? Et est-ce qu'il n'y a pas derrière la notion de fragilité une sorte de tabou qui est très compliqué à aborder avec les acteurs de l'aménagement ? Moi, je me rends compte dans ma pratique, les projets achoppent souvent sur cette problématique culturelle qui est qu'on ne veut pas penser la destruction d'un sol, la destruction d'un patrimoine, la destruction d'une ville qui s'est au fond constituée comme une accumulation de patrimoine. Donc comment est-ce qu'on fait pour penser peut-être un peu plus ce versant de la fragilité, à la fois au niveau des techniques de l'architecture et aussi d'un point de vue culturel avec les acteurs avec lesquels on travaille? Je vais commencer une réponse. Dans la robustesse, j'ai bien dit, hein, c'est la somme de la stabilité et de la viabilité. Et donc, il y a un peu les deux. La stabilité, c'est plutôt du côté solide. Donc, on va trouver des solutions qui nous permettent de passer la fluctuation à court terme. Donc, on peut dire que Mosée, c'est peut-être ça, la partie stabilité malgré les fluctuations. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi de la viabilité. Et donc, repenser quelque chose de plus ambitieux, qui est plus systémique. Et là, c'est la viabilité. Et donc, mais en fait, il faut les deux. C'est que si on fait que de la viabilité, on fait que des projets à très long terme, mais qui ne sont pas viables à très court terme avec une méga inondation, on n'aura jamais la viabilité. Si on ne fait que de la stabilité, on ne prépare pas l'avenir. Donc il faut bien les deux et les articuler les deux. Et je suis tout à fait d'accord. En fait, ce qui se passe ici, là, ce basculement de la performance à la robustesse, c'est un moment éminemment culturel. C'est culturel. En fait, le blocage mental, même s'il y a des problèmes financiers, hein, ça je l'entends, mais le premier blocage, bien avant la finance, c'est la culture. C'est les clients, les habitants qui vont résister, les pêcheurs qui ne veulent pas. Voilà. Et en fait, ce point-là, il est vraiment essentiel. Alors, la bonne nouvelle, hein, c'est que quand c'est culturel, en général, ça coûte moins cher. Parce que les solutions, en fait, c'est, par exemple, aujourd'hui, on parle de la dette du matin au soir. Hein. C'est quoi? Donc ça, c'est la dette. Hein. C'est le produit du monde de la performance, hein, qui évidemment dissipe les ressources et donc crée de la dette. Dans le monde de la robustesse, la dette, c'est pas du tout la même chose. La dette, c'est déjà un lien entre les gens et surtout, c'est pas l'objectif. Enfin, c'est pas le point focal. Le point focal, c'est la dépense évitée. Donc quand on construit des villes, des habitats qui vont faire des dépenses évitées, il n'y a aucun problème pour investir parce que là, on va réduire les dépenses. En fait, c'est négatif dans la dépense future, quoi. Donc, et ça veut dire qu'on a compris la viabilité, y compris économique, du projet. Mais c'est vraiment une réponse qui est d'abord culturelle. Et donc, c'est là où peut-être qu'on manque d'outils, peut-être que c'est les outils opérationnels qui nous manquent, ce sont les outils culturels. Si je le dis différemment, dans le monde de la performance, on fait la même chose différemment. On revient à l'état initial, mais on fait du différemment. Dans le monde de la robustesse, on fait différent. On change la culture. On crée des nouvelles traditions. Et ça, c'est là où ça frotte plus. Mais par contre, en termes de créativité, alors là, c'est plus joyeux, vraiment. Oui, alors j'ai également participé au voyage d'études remarquablement bien fait à Venise. Et si j'avais beaucoup de temps, mais je sais qu'on n'en a pas, j'aurais aimé que vous développiez vos raisons d'optimisme au moment où le président américain affirme qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Donc ce serait vraiment sympa si vous pouviez nous expliquer comment vous faites pour être optimiste. Mais pour en revenir à vos interventions et à Venise, ce qui est très frappant quand même, c'est que Venise est robuste. Et Venise a été conçue par le bricolage. C'est incroyable, ça ne devrait même pas exister.
C'est une incroyable négociation avec une situation impossible. Et qu'est-ce que Venise nous propose? Nous propose une ville extraordinaire, c'est-à-dire c'est la ville du plaisir, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que la robustesse des villes, c'est le plaisir qu'elles nous offrent, les raisons qu'on a de sortir, d'être dehors, de marcher, de vivre avec l'eau. Et Venise offre ça. Pour combien de temps encore? On n'en sait rien, parce que face à cette robustesse, il y a la performance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des discours complètement opposés. On l'a rencontré parce que c'était très bien organisé ce voyage, on a eu des points de vue différents. On a eu ceux très inquiets qui nous disent que le système MOSE va fonctionner maintenant 12 mois sur 12 et peut-être ne suffira pas. On a vu aussi des films sur Venise montrant l'incroyable travail de réparation, c'est incroyable. Je veux dire, refaire les mosaïques de la basilique Saint-Marc, mais c'est pas croyable, c'est une pièce après l'autre. Et on est soumis à de nouvelles arrivées d'eau salée. Et on a vu les acteurs du port qui développent le port, alors que Venise va étouffer à cause de l'excès de tourisme et que Paola Vigano démontre que le port doit arrêter de se développer de cette manière. Et en même temps, on a le président de l'université qui nous dit « Ah non, mais ça va très bien, Venise est sauvée ». Alors face à ces contradictions, comment est-ce qu'on arrive à défendre un point de vue qui est le vôtre, qui est, enfin, tous les deux d'ailleurs, celui de la robustesse, celui de travailler avec les gens, celui de tenir compte de ce qu'est un territoire? Comment on y arrive? Quelles sont vos pistes? Alors du coup, peut-être que vous pouvez répondre à l'optimisme. Je commence. Peut-être il faut le dire en un mot, hein, le choix de l'invulnérabilité, c'est le choix de la mort. Quand on est invulnérable, le seul moment où on est invulnérable, c'est quand on est mort. Donc tant qu'on est vivant, on est vulnérable. Et donc Venise, c'est l'exemple typique, en effet, construite sur des fragilités, sur des vulnérabilités, et c'est ça qui la rend si vivante et qui est si désirable. Mais alors sur l'optimisme, moi je suis très optimiste. Et donc en fait, quand Donald Trump dit qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, etc., en fait c'est du refoulement. Enfin, c'est mon analyse, mais je pense qu'en fait il est terrifié par ce qui se passe et il n'arrive pas à le formaliser, donc il bug. Hein, et il y en a beaucoup comme ça, hein, finalement. Enfin, c'est peut-être ça, mais de toute façon, même si c'est pas ça, ce n'est pas grave, parce que de toute façon, Donald Trump, c'est un symptôme. C'est que le monde est malade, donc on a Trump, donc on a Erdogan, donc on a Netanyahou, enfin toute la collection, hein, des mal barrés, là, comme je les appelle, mais c'est le symptôme. Et en fait, on est un peu au bout. En fait, ils sont déjà morts quelque part. Ils ne sont plus du tout... enfin, dans le monde fluctuant qui vient, ils vont courir dans leur bunker. Et le bunker, c'est un tombeau. Comme tu le disais, c'est un lieu fermé. Alors, pour quand même juste alors sur le bunker, il ne faut pas que je dérange trop, que j'y reste trop, mais sur le bunker, il me semble qu'il faut aussi réaliser que nous tous, nous toutes, nous passons beaucoup de temps tous les jours dans des bunkers. Quand on est tout seul dans sa voiture, on est dans un bunker, hein, un lieu protégé sans interaction avec les autres. Quand on est devant un écran d'ordinateur, on est dans un bunker. Donc il faut se rendre compte à quel point cette idée de contrôle, de sécurité, d'invulnérabilité nous habite constamment, quasiment constamment, et à quel point c'est toxique. Donc en fait, donc ça c'est la partie négative, mais moi ce qui me rend optimiste, c'est que le monde fluctuant, c'est quasiment un nouveau service écosystémique qui va balayer les plus performants. Parce que quand on est très performant, on est très optimisé, très canalisé, et on craque. C'est pour ça que nos systèmes craquent d'ailleurs, parce qu'ils sont tous suroptimisés. Et ben, en fait, c'est la bonne nouvelle, c'est que voilà, ça va dégager. Hein. Alors le problème, c'est que ça peut faire beaucoup de casse, parce que les ultra-performants vont résister très fort. Ça, c'est le problème, c'est le principal problème. Mais par contre, quand on commence à développer de la robustesse territoriale, dans l'habitat et ailleurs, hein, dans l'agriculture, etc., non seulement on va devenir un peu plus indépendant de ces ultra-performants toxiques, mais en plus, on construit le monde d'après. Donc là, c'est là où il y a de la joie finalement. Hein. Et c'est ce qu'il faut dire aux jeunes, hein, notamment, qui sont dans une épidémie de dépression incroyable. Hein. Le monde qui vient va être fluctuant, mais ça va être l'occasion de tout changer. Et c'est une révolution culturelle totale, quoi. Bon, j'ai digressé, hein, je ne sais pas si... Non, moi, ce qui me rend aussi... qui me permet même de continuer à aborder des terrains pas si simples, c'est que, d'abord, il faut offrir les deux. Je dis, à Matra, enfin à Romorantin, le fait d'offrir un abri et un ouvert, c'est quand même ce qui me rend crédible. C'est-à-dire que pendant l'inondation qui prend quand même 25 cm de plus que l'inondation de 1910, quand même, c'est vraiment, on atteint une millénale, j'ai fait en sorte, on a travaillé 4 ans, que les appartements ne soient pas mouillés.
Donc le fait d'avoir comme ça une réalité d'abri et en même temps un ouvert à tout le jardin fait qu'au lieu de voir la nature comme une vipère, personne n'a envie de vivre près d'une vipère, eh bien on se dit que la nature est bienveillante. J'ai même des gens qui continuent à dire que les inondations leur manquent, parce que la transformation du grand jardin en grand lac, c'était quelque chose pour la lumière, pour les pratiques, pour le fait qu'elles aient même passé cette épreuve-là, quelque chose de tout à fait intéressant. La deuxième chose qui, à mon avis, est le plus important, c'est que tout le système d'enfermement, c'est une utopie et le culte de l'individualisation, c'est un pour un, alors que ce sur quoi je travaille, et y compris les pêcheurs, qui ont accepté, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est comme le propriétaire de casino, à un moment, il a senti la valeur morale. S'il ne permettait pas de mettre les habitants de Mandelieu à l'abri, je ne pense pas que les habitants de Mandelieu seraient allés faire leurs courses dans le supermarché. Cette idée-là, pour les pêcheurs, font qu'à un moment, le lac, comme tout système horizontal en architecture, est tenu dans la pente par un remblai. Et en fait, le remblai, il est dans le fleuve. Donc enlever le remblai, c'est finalement remettre l'eau sous le pont. Vous voyez, c'est des choses de se dire qu'on est dans un partage collectif, et à ce moment-là, l'eau sous le pont veut dire qu'on se noie moins, et qu'on fait baisser les niveaux d'eau, ce qui ne veut pas dire qu'on enlève l'eau. Vous voyez, en fait, on fait baisser la crue de 50 cm. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de crue. Parce qu'en même temps, quand je passe l'été à suivre ce chantier de la ressource en eau, au début, on m'a fait enlever les vignes, et j'ai quand même compris que quand on a perdu les 17 000 hectares par le feu cet été, que l'abandon des vignes sont devenus des maquis qui ont brûlé 10 fois plus vite l'endroit, qui a accéléré les mouvements du feu. Donc, on est quand même tout d'un coup, vous voyez, Mandelieu, c'était inondation canicule, là, à Trèves, je suis inondation incendie. On est dans un rapport au collectif. Si je vous emmenais, là, c'est moins joyeux peut-être que Venise, c'est vrai que c'était très bien, mais si je vous emmenais au sud d'Angers, chez Christophe Béchu, il y a quand même des gens qui ont mis en place des systèmes de solidarité pour habiter sur les îles, où quand ça cogne, ils ont des accords avec les gens des coteaux, comme ils le disent, pour y poser leurs enfants, leurs personnes âgées et leurs animaux. Je veux dire, ça rend joyeux, c'est-à-dire qu'on est dans un système d'alerte. Les peuples qui vivent bien, enfin Descola raconte ça tout le temps, c'est des humains et des animaux en même temps. Et donc emmener ces vaches sur le coteau pour pas qu'elles se noient, vous vous souvenez de l'image quand Gisors à Rive de Gier avait pris l'eau, ce qui avait fait toutes les images, c'était une vache qui flottait comme ça. Et d'ailleurs tout le monde, on connaissait le nom de la vache, on s'était demandé, finalement elle était morte. Et moi je me souviens, même mes enfants étaient tristes. Je me dis, ah ouais, donc bon, peu importe, mes enfants. Ce que je veux dire, c'est que on est dans des systèmes qui fait que le vivant, le collectif, évidemment qu'on est là-dedans. Mais l'utopie de l'individu, individuel, c'est insupportable. Alors, ta question, c'est vrai que les maires dont je parle, qui ont, d'une certaine manière, c'est très compliqué, la responsabilité de la bienveillance des gens de leur commune. Je le vois, les maires. Moi, je fais vraiment en sorte, pardon, je me lève le matin pour qu'il n'y ait pas ce divorce entre le niveau local et le niveau national. Eh bien, ils n'ont pas l'autorité. C'est pour ça que je propose la maïeutique urbaine en mettant autour de la table ceux qui s'entendent le moins d'une certaine manière. Mais quand vous êtes maire d'une commune, parce que les communes qui sont frappées, c'est toujours les plus petites et c'est souvent les plus vulnérables. Hein, regardez la Nouvelle-Orléans, regardez plein d'endroits comme ça. C'est jamais les plus riches et les plus protégés. Et quand vous mettez 2 ans avec votre petit service technique à envoyer une demande à la DDT qui va mettre 2 ans à vous répondre non, je ne trouve pas que ça soit le bon chemin. Donc j'essaye de faire des trucs, moi, pour que ça se passe en une journée. Vous avez compris, généralement, je fais ça dans le temps de la voiture. Dans la voiture, j'ai le préfet, le directeur de la DTM, le maire, et on fait les dessins à l'arrière. On a un peu mal au cœur, mais à la fin de la journée, j'essaye d'obtenir au moins un oui sur 10. C'est 9 non, un oui. Un oui, ça garde le moral. Dire 9 fois non, parce que vraiment dire au maire, tu ne vas pas mettre ta maison sous la lave torrentielle, ça paraît logique de lui dire non. Tu ne vas pas mettre tes maisons dans la Vésubie, ça paraît logique. Mais dire une fois oui sur 10 questions, et de manière collective, en solidarité, c'est formidable. Alors que le tombeau, c'est nous rendre étanches à la nature, dont on ne comprend plus les mouvements, c'est nous rendre étanches aux autres. C'est nous rendre étanches aux autres. Enfin, moi qui ai travaillé, comment j'arrive aux inondations? Pendant 20 ans, j'ai travaillé sur les plus vulnérables. Personnes âgées, Alzheimer, Sonacotra. C'est pour ça que j'arrive à faire un truc avec les rivières aujourd'hui. Éric, on va prendre une dernière question. Merci. Non, en plus, bon, vous voyez que c'est pas pour toi, parce que c'est plutôt pour Olivier. Emmanuel Renard, donc bah, ça tombe bien puisque je suis élu. Je suis vice-président de la communauté urbaine de Caen-la-Mer et président de Caen-Normandie Métropole, qui est un pôle métropolitain en charge de planification urbaine. Déjà, une première question sur le sens même du mot robuste, parce que quand je l'entends en tant qu'élu, si demain
dans quelques jours, on va rentrer en campagne municipale. Je dis, moi, je veux œuvrer pour une ville robuste. Je pense qu'aujourd'hui, notre ville, alors qu'elle est confrontée à des enjeux du changement climatique, la robustesse, elle risque d'être comprise comme une résistance et pas comme une adaptabilité. Ça, c'est un premier point de compréhension, en tout cas, qui j'adhère complètement à votre approche et à votre théorie, et je la trouve extrêmement intéressante. Mais en y réfléchissant, vous écoutant, je me dis, tiens, concrètement, si je le dis demain dans un tract, comment c'est lu? Et je pense que ce sera lu plutôt comme on résiste, technosolutionnisme, etc. Voilà. Donc, il faut expliquer le truc avant, mais ça devient un peu plus compliqué aussi. Deuxième chose, c'est savoir si vous avez quand même des retours d'expérience un peu de la part justement de territoires sur la prise en compte d'une approche de robustesse. Je citerai juste nous ce qu'on fait, mais très très rapidement, puisqu'on est confronté, on est à Caen est en fait un fond d'estuaire. On a donc un fleuve, un canal, et au milieu on a une grande bande de terre qu'on appelle la presqu'île, dans laquelle il y a plein d'activités, et on est confronté aux questions d'élévation au niveau de la mer. On avait un projet d'écoquartier, 2500 logements, on y a renoncé à cause de l'élévation à venir, alors même qu'il était plutôt résilient, mais je pense qu'il fallait être, mais il n'était pas robuste. Et donc on y a renoncé, on est passé de 200 000 m² de SDP à 20 000 m² de SDP. Donc, ouais, ça vous donne un peu le truc. Et on se projette dans une temporalité d'un territoire qui répond, alors c'est ça que j'ai bien aimé dans vos propos aussi, sur ce couple, en fait, besoin-ressources. C'est-à-dire quelque part là, on répondait à des besoins de logement, mais les ressources et le territoire lui-même, en fait, là où on l'avait localisé, n'y répondaient pas. Donc il fallait qu'on revienne, on trouvera les réponses aux besoins ailleurs. Néanmoins, on n'abandonne pas quand même cet espace-là. On peut répondre à des besoins ponctuels, plus réversibles, et qui visent quand même une adaptabilité pour après accueillir la mer et accueillir l'eau sur ce qui sera en fait un parc maritime en 2100. Mais d'ici là, on peut faire des choses. Voilà, alors est-ce qu'on est robuste? On n'est pas robuste, j'en sais rien, mais je suis vraiment assez preneur qu'on creuse aussi ça, vraiment du point de vue très opérationnel. Alors, dernière chose, je pense qu'on peut introduire aussi la robustesse dans les documents de planification. Je suis assis à côté de mon directeur de pôle métropole, directeur de l'agence d'urbanisme, Patrice. On était d'ailleurs tous les deux à Venise, c'était merveilleux. Prêt à y retourner dès que vous voulez. On va rentrer en révision de notre SCOT pour en faire un SCOT climatique, etc. Je pense que dans un document tel qu'un SCOT, un schéma de cohérence territoriale, on peut y introduire de la robustesse. Vraiment, j'en suis persuadé. Parce qu'on protège le vivant et toute l'adéquation besoins-ressources, on peut quelque part en fait la cadrer et l'encadrer pour faire du ménagement de territoire. Voilà. Ménagement de territoire et en prendre soin. Je pense que là, il y a quelque chose peut-être à creuser pour mettre en relation, mais je vous laisse avoir votre retour là-dessus. Merci. En effet, oui. Là, pour moi, ça va venir de plus en plus dans tous les secteurs, et donc y compris dans les politiques publiques, dans les territoires, dans les plans d'urbanisme. Alors, je suis d'accord sur le mot robustesse. Peut-être qu'il faut prendre un autre mot. Viabilité, ça peut être peut-être plus engageant. J'en sais rien. Enfin, c'est vrai qu'il faut que ce soit lié à la dynamique, quoi. Très souvent, les décisions qu'on prend restent dans l'idéologie du monde stable. C'est qu'on reste encore dans ce monde stable dans la tête, dans le fantasme du monde stable, et donc il n'y a aucune raison de faire de la robustesse si le monde est stable, parce que le filet de sécurité, c'est le monde stable, c'est l'abondance des ressources extérieures. Si on est dans un monde fluctuant avec des pénuries chroniques de ressources, alors la robustesse, là, ça commence à faire sens. Alors donc voilà, il y a peut-être un vocabulaire à aller chercher, mais ça sera de la robustesse d'une certaine façon, quoi. Peut-être un point un peu opérationnel, c'est ce que disait Dwight Eisenhower. Il disait: quand vous bloquez sur un problème, élargissez-le. En fait, cette phrase, qui est très simple, est d'une profondeur incroyable. C'est-à-dire que dans le monde de la performance, qui est encore le nôtre, quand on bloque sur un problème, on le réduit jusqu'à trouver un tout petit problème qu'on peut résoudre. Typiquement, mettre une digue, voilà, on résout le problème. Mais quand on fait ça, on a généré des tas d'autres problèmes ailleurs. Donc réduire les problèmes, c'est très satisfaisant parce qu'on va trouver une solution performante qui va résoudre le problème, mais qui va générer des tas d'autres problèmes ailleurs.
Donc élargir le problème, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, je vais prendre la ville de Lyon, que je connais mieux, étant de Lyon, par exemple, Lyon, ça va être la ville la plus chaude de France, c'est déjà quasiment la ville la plus chaude de France, avec un habitat qui est ce qu'il est. Donc comment on fait? Alors déjà, les nouveaux logements, évidemment qu'on ne fait plus des nouveaux logements à 2,50 m de hauteur, il faut mettre 2,80 m, il va falloir brasser l'air, donc c'est une hérésie qu'on construise encore des bâtiments avec 2,50 m. Il faut garder l'espace, toujours pareil, des marges de manœuvre pour faire de la robustesse, des espaces qu'on va utiliser pour autre chose, des traversants, etc. Mais même ça ne suffit pas. Donc comment on conçoit la ville? Là, il y a un projet actuellement d'élargir le problème, c'est-à-dire qu'on sort de la ville et on essaie de faire un climatiseur naturel. Donc de planter en agroforesterie tout l'Est lyonnais, parce que le vent chaud vient de l'Est et ça va le refroidir. C'est là qu'on élargit le problème. Et donc très souvent, quand on élargit le problème, on va faire appel à la nature, au vivant, à la biologie. Parce qu'en fait, c'est souvent là qu'il y a des solutions pas très chères, qui s'auto-entretiennent, qui sont joyeuses, qui font des lieux de rencontre et qui sont extrêmement pertinentes. Donc là, le climatiseur naturel, c'est un exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Alors, je vais mettre la barre un cran plus haut. On va essayer de résoudre... Enfin, c'est un exemple anecdotique, quand même. Il ne faut pas que je vende trop non plus. Mais on va essayer de résoudre 4 problèmes. Le problème de l'effondrement de la biodiversité, la crise climatique, les pollutions globales et les tanks de Poutine. Alors là, c'est fort quand même. C'est quoi la solution? C'est de mettre des tourbières. Les tourbières, ça stocke énormément de carbone, ça fait beaucoup de biodiversité, ça dépollue les sols, et un tank va s'enfoncer dans la tourbière. Donc vous voyez, c'est la ligne Maginot joyeuse, ça. On n'attend pas la catastrophe, on est joyeux. Voilà. Donc élargissez le problème. Voilà, ça c'est... Merci Olivier. Je vous propose, de toute façon on aura le temps de continuer les débats pendant la séquence cocktail. On va accueillir maintenant Grégory Quenette, professeur d'histoire environnementale, qui va nous partager une mise en perspective de l'ensemble de ces débats qu'on a eus pendant cet événement. Merci beaucoup. Merci. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de conclure, mais plutôt comme témoin d'avoir écouté vos débats. Je pense que ce qui s'est passé ce soir, c'est par le fait d'avoir mis ensemble 2 profils très différents, c'est cet enrichissement du concept de robustesse. Et sur 4 points, me semble-t-il. Le premier, c'est d'avoir introduit sur la question de la gouvernance et de la politique. On pourrait se demander, la robustesse a-t-elle une couleur politique? Ce n'est pas évident, parce que c'est la limite du biomorphisme. Le biomorphisme et l'analogie entre le vivant et les sociétés humaines fait sauter le fait que le vivant n'a pas de finalité morale. C'est bien la différence. D'ailleurs, si vous prenez l'édition 1927 du catalogue Mani-France, vous verrez que le barbelé est appelé ronce artificielle. C'est effectivement très robuste. Si vous essayez de couper un barbelé, vous verrez qu'il va se retourner vers vous comme exactement une ronce. Et donc, finalement, c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant, de mettre ensemble des roseaux et des mers. Des roseaux et des mers, c'est qu'on se rend compte que derrière la question de la robustesse, il y a la question justement du politique. Il y a la question du politique et de cette couleur que l'on donne à la robustesse qui toute seule ne permet pas de répondre à ces questions. Et d'ailleurs, c'était intéressant de voir aussi à la fin surgir les tanks, parce qu'il y a sans doute un secteur de la robustesse qui est promis à beaucoup d'avenir. C'est la façon dont les villes vont prendre de plus en plus en compte les questions militaires. On sait qu'aujourd'hui, les constructeurs automobiles se dirigent vers l'armement. Le monde de l'immobilier va un jour refaire à nouveau le lien. Il faudra avoir des villes qui soient robustes contre des drones, contre des attaques de réseau. Et ça, c'est un élément qui pose à la fois des questions politiques et morales. Et donc, c'est extrêmement important qu'il y ait ces mots de plaisir, d'avoir une robustesse. Alors, il faudrait dire une robustesse joyeuse. Une robustesse joyeuse parce qu'elle peut avoir des couleurs différentes, effectivement. Et cette question de la gouvernance, elle dit aussi qu'il n'y a pas de robustesse si elle n'est pas portée par des élus. Si elle n'est pas portée par des élus qui sont capables de convaincre des électeurs. Et c'est une question de mots, c'est une question de vision. Et donc il y a
cette première dimension qui a été introduite et qui me semble tout à fait intéressante, au-delà de la dimension comment dire, l'analogie avec le vivant, puisque d'ailleurs finalement, Olivier, vous l'avez bien dit, vous nous proposez de faire la fusion entre un chêne et un roseau, hein, un chêne flexible, mis à part un chêne OGM, je ne vois pas trop où ça existe dans la nature. La deuxième chose, c'est ont surgi les temporalités. Alors vous n'avez pas utilisé le mot, mais c'était là tout le temps dans le débat, puisque quand Eric disait « le lendemain j'y vais », c'est du temps très très court, hein, quand Olivier parlait du temps de l'évolution sur des millions d'années. Et effectivement, la question de la robustesse, là où elle est intéressante, c'est qu'elle permet de dépasser la contradiction entre le temps court et le temps long. On entend tout le temps dire on n'arrive pas à sortir de ça. On n'arrive pas à prendre des décisions aujourd'hui pour du temps long parce que les élections ont une temporalité courte, le temps du politique il est très court, le temps de la finance il est extrêmement court. Mais c'est là que le vivant par contre est tout à fait intéressant en termes d'analogie, c'est que dans le vivant cette contradiction n'existe pas. Une abeille en période estivale vit entre 13 et 38 jours, c'est sa durée de vie. Et pourtant, la vie de l'abeille individuelle n'est pas contradictoire avec l'existence de la ruche qui va durer et qui va exister année après année. Donc comment se fait-il que dans nos sociétés humaines, on ne soit pas, au contraire, ce temps court et ce temps long soient devenus contradictoires. Et là, il y a un élément où on peut gagner justement en robustesse et en travaillant sur les outils intermédiaires. Qu'est-ce qui permet d'articuler le temps long et le temps court? Il y a la finance, il y a le droit, il y a les représentations. Et en ce sens-là, je trouve extrêmement intéressant aussi dans votre débat le fait que vous êtes parti d'une critique de la performance, on pourrait dire une performance financière qui est la performance à court terme, mais en même temps, vous n'avez pas écarté la question de la valeur. Tout ce que tu dis, Eric, la question de la valeur, elle est tout le temps là. Si le maire ou le propriétaire de casino, tu n'es pas capable de lui expliquer qu'il va produire de la valeur, mais autrement, il ne peut pas suivre, évidemment. Et du coup, ce qu'il faut repenser, c'est la façon dont on définit la valeur, dont on la calcule, et en ayant des éléments qui ne soient pas contradictoires. Pensez par exemple à quelque chose qui nous semble absolument évident aujourd'hui, qui est la valeur marchande, immobilière des immeubles haussmanniens. On va tous dire fantastique, c'est très bon un immeuble haussmannien, ça vaut tant du mètre carré, etc. Le Paris d'Haussmann, personne ne croyait à sa valeur quand Haussmann et Napoléon III l'ont imposé. D'abord parce qu'il a fallu pour ça, le coût c'était 1 année et demie de budget de la France. 1 année et demie de budget de la France, simplement pour Paris. Qu'a fait Napoléon III, surtout après le tournant autoritaire de l'Empire, c'est qu'il a imposé à tous les acteurs des prêts bancaires qui allaient jusqu'à 100 ans, qu'on a fini de payer à la fin des années 1950. Et à la fin, c'est quelque chose dont personne ne voulait, dont personne n'estimait que c'était rentable, et bien en réalité, ça a été extrêmement rentable pour tous les acteurs. L'État n'a pas eu à débourser l'argent, puisque c'était des prêts sur 100 ans. Les banques ont gagné, mais sur du temps long. C'était extrêmement robuste. Et donc, je pense que pour aller plus loin, il faut justement travailler sur ces outils qui sont tout à fait, qui viennent bloquer les choses, et notamment la notion d'actif. Qu'est-ce qu'un actif robuste? Ça, c'est une question, et il faut rentrer dans les outils eux-mêmes. La troisième chose que j'ai relevée, c'est que finalement, l'enjeu de la robustesse, c'est non pas le bâtiment, tu l'as très bien dit, Eric, Olivier aussi, enfin, c'est la question de l'humain. C'est finalement comment est-ce qu'on fait société. La société, la robustesse, c'est comment on fait société. Et si on regarde sur le temps long des sociétés, eh bien, il y a une grande différence, c'est que pendant 2 siècles, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les sociétés humaines ont dépensé l'essentiel de leur énergie à faire société. Qu'est-ce que c'est faire société? C'est faire de la parenté biologique et élargie, c'est négocier avec des dieux ou avec des puissances, c'est faire la guerre. On sait que dans les sociétés dites premières, les gens travaillaient très peu, travaillaient 4-5 heures par jour, pas plus, parce qu'ils passaient l'essentiel de leur temps à se réunir et à décider comment bien, ils allaient faire des alliances avec la tribu, avec tel clan, et comment ils allaient négocier. Et notre société, depuis post-1945, elle a fait exactement l'inverse, c'est qu'on dépense de moins d'énergie à faire société et à se reproduire comme société.
Et ça, c'est un élément de vulnérabilité extrêmement grand, puisqu'on dépense l'essentiel de notre énergie à s'étaler, ce qu'on appelle aujourd'hui, d'où le problème aujourd'hui des externalités, à accumuler des objets qui font d'ailleurs très peu société. Et en ce sens-là, enfin, ce que j'ai retenu, c'est que finalement, cette critique de la performance, c'est de passer à un système qui prend en compte la façon dont on fait des sociétés robustes, dont on fait société, y compris jusque, tu le disais Eric, au fait d'avoir travaillé sur les personnes vulnérables, tu as commencé par là. Dans les sociétés, dans un certain nombre de sociétés anciennes, eh bien, on n'avait pas besoin de prison, les fous vivaient avec tout le monde, on n'avait pas besoin d'exclure, parce que, eh bien, justement, on passait beaucoup d'énergie à faire société. Et donc, robustesse, c'est travailler sur, c'était un mot qui était dans le pavillon espagnol à Venise, qui m'a beaucoup intéressé, qui était le mot d'internalité. On a beaucoup travaillé à produire des externalités. Eh bien, c'est de rediriger l'énergie pour produire des internalités. Et les internalités, c'est cette façon de s'attacher et de faire société ensemble. Enfin, dernier élément, c'est cette question du jeu. Cette question du jeu au sens de ce qui bouge. Vous êtes parti de là, Olivier, dans cet article que vous avez publié dans Le Monde, après, en disant, eh bien, ce qui va pouvoir s'adapter, c'est les systèmes qui ne sont pas optimisés, qui sont sous-optimisés, parce que justement, il y a du jeu. Et donc, la robustesse, elle demande eh bien, une générosité. Une générosité aussi bien en architecture que dans la manière de faire société ensemble. Et c'est la très, très grande différence par rapport à l'adaptation, qui a le grand paradoxe, parce que l'adaptation, elle dit qu'il faut à la fois être adapté à un moment et en même temps être capable de se transformer. C'est tout à fait contradictoire. Comment on peut correspondre à un moment et en même temps être dynamique. C'est à la fois statique et dynamique. Eh bien, en réalité, cette générosité, pourquoi est-ce qu'elle est essentielle? Parce qu'il faut qu'il y ait du jeu, il faut qu'il y ait des choses qui bougent. Et donc, on peut prendre aussi votre propos comme une façon d'accepter l'incertitude. Comme une façon de vivre avec l'incertitude, c'est l'accepter et ne pas tout prévoir, ne pas tout modéliser. Une des transformations les plus importantes aujourd'hui dans le monde de l'architecture, c'est consiste à dire que lorsque l'on construit un bâtiment, eh bien on le construit sans savoir à quoi il va servir dans 10, 20 ou 30 ans. Il pourra être logement, il pourra être bureau, il pourra être maison de retraite, il pourra être incubateur. Eh bien, ça, c'est d'introduire du jeu et de la générosité. Et toute la difficulté, c'est d'expliquer dans un choix de société comment il faut miser sur la générosité à un moment où tout semble extrêmement contraint. Et on en revient au point précédent, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte tout ce qui est produit comme valeur, comme bien social, comme manière d'être ensemble. Et donc, au fond, c'est tout l'intérêt d'en parler ici, ce sont tous les modes de calcul. Les modes de calcul, aujourd'hui, interdisent totalement la robustesse. Merci beaucoup. Merci à nos 3 invités. Merci beaucoup à vous 3. Je vous propose de prolonger le débat lors du cocktail qui va suivre. Et on pourra retrouver l'intégralité de cet événement en replay très prochainement. Merci encore à vous 3. Et un dernier mot pour vous dire qu'on a le plaisir d'accueillir la librairie Livre-Essence qui a apporté les livres de Grégory Quenette, d'Olivier Amand et puis également le catalogue du pavillon français de la Biennale d'architecture de Venise. Ils sont juste là, juste à côté. Bonne soirée à tous.